Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce sixième épisode de La Boîte Noire. Dernier épisode de l'année 2025, avant une reprise en janvier 2026. Et ce soir, nous sommes avec Pascal Jouary. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tous. Alors, vous connaissez le concept de l'émission. Ce soir, on va parler de cette guerre hybride, de cette guerre cognitive qui se joue sur nos écrans, dont le conflit, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est le plus révélateur aujourd'hui. N'hésitez pas à participer dans le chat, à poser vos questions. Ce soir, Cédar est à la modération. À la fin de l'émission, il sélectionnera quelques questions à poser à Pascal Jouary, notre invité ce soir. Je vous rappelle toujours que vous pouvez souscrire à la chaîne en cliquant rejoindre, tout simplement pour nous soutenir, pour soutenir le travail de la chaîne et les lives qu'on fait régulièrement. Donc vous avez des avantages bien particuliers. N'hésitez pas à aller faire un tour et à souscrire. Et ce soir, exceptionnellement, à l'approche des fêtes, je vais vous offrir 5 abonnements à la chaîne. Un mois d'abonnement gratuit qui sera distribué de manière aléatoire. Donc restez bien à l'écoute, soyez à l'affût. Ça peut tomber à tout moment. Alors, Pascal, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des questions autour du secret défense, du renseignement et aussi du sujet dont on va parler ce soir, de la guerre psychologique. Vous avez publié un ouvrage, je crois que c'était en 2021, Secret défense, le livre noir aux éditions Max Milo. Donc c'est une enquête fouillée sur une quarantaine d'affaires entravées par la raison d'État, et c'est aujourd'hui une référence qui est référencée aussi bien au Sénat qu'à l'école militaire, et même à Harvard, si j'ai bien lu mes notes. Vous travaillez depuis des années sur les dérives du secret défense, le fonctionnement réel des services de renseignement, les opérations d'influence et la manière dont les États utilisent l'argument de la sécurité nationale pour cadenasser l'information et parfois échapper au contrôle démocratique. On vous lit aussi dans la presse, on vous regarde sur YouTube, on va poster le lien de votre chaîne dans quelques instants. Vous êtes très présent également sur X, ce sont des sujets qui vous concernent au jour le jour. Donc, on va vraiment faire un point ce soir sur ce qui est annoncé dans le titre, cette guerre hybride, cette guerre cognitive qui se joue. Donc, je vais vous poser cette première question. Pascal, aujourd'hui, la guerre ne se déclare plus. Elle se pratique au quotidien via nos écrans. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine depuis 2022 a révélé de nouvelles armes cognitives. Alors, est-ce que sommes-nous arrivés, sans le savoir, sommes-nous entrés dans une guerre moderne, hybride, dans le cyberespace? Bah oui, complètement. L'arrivée d'internet a chamboulé beaucoup de choses et forcément, la guerre en fait partie avec, tous ces aspects. La guerre n'est pas qu'une chose militaire, c'était déjà le cas avant, hein. On avait déjà des questions de renseignement, on avait déjà, des choses qui n'étaient pas que militaires. La guerre psychologique existait déjà, sauf qu'avec internet et le cyber, bah, toute une nouvelle gamme, d'armes différentes se sont mis à exister, que ce soit des cyberattaques pour paralyser des systèmes, pour prendre des informations, mais aussi pour travailler nos cerveaux, donc notre perception du réel. Et ça, c'est pas une petite chose, c'est une chose énorme. Et dans cette bataille du récit et de notre perception, les réseaux sociaux en tout genre, et il y en a plusieurs, sont très travaillés, mais pas que. Il y a aussi la création de médias et encore d'autres choses, la création de faux médias et bien Oui. d'autres, toute une liste d'armes psychologiques pour travailler notre vision des choses. Et on va en parler. Et ça recèle en fait énormément d'aspects. Et effectivement, donc la guerre a changé de forme. Tantôt je vais improviser, tantôt je vais regarder mes notes parce que j'ai préparé des idées. Donc par Bien exemple sûr. sur la guerre hybride, j'avais noté que c'est à la fois rester caché ou être à distance. C'est ne pas être identifié ou des fois l'être, mais être à distance. Par exemple, on fait une cyberattaque, on peut être identifié, mais c'est pas pour autant qu'on est Oui. pris la main dans le sac parce qu'on est Non. de l'autre côté de la planète. C'est une guerre donc très psychologique. Ça peut impliquer des sabotages sans qu'on sache qui l'a fait. Donc on est souvent dans le flou à dire peut-être que c'est les Russes, peut-être que c'est un tel. Des fois, on arrive à identifier, des fois on n'y arrive pas. Donc c'est fait d'infiltration. C'est la fabrique de l'opinion qui est en jeu et briser la cohésion sociale
qui est un des objectifs et qui n'est pas une petite chose, puisque la cohésion dans les sociétés est déjà dure à maintenir en dehors de ça. Alors si des gens viennent jeter de l'huile sur le feu, On n'a là, pas fini. ça peut être explosif. Donc c'est une guerre dans laquelle le militaire n'est qu'une des composantes et pas la plus importante. Alors, dans cet aspect de la guerre, puisque c'est vraiment une partie, c'est vraiment un morceau à part entière de la guerre aujourd'hui, on parle aussi bien de guerre hybride ou de guerre cognitive. Donc pour bien expliquer à ceux qui nous regardent ce soir, qui tombent sur ce live, expliquer ce que c'est vraiment. Donc il y a une différence bien sûr entre la guerre hybride et la guerre cognitive, bien que les deux peuvent se rejoindre. Mais pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce que vous pourriez définir simplement cette guerre qui vise nos esprits plutôt que nos frontières? On dit que la Russie est héritière des pratiques soviétiques de mesures actives, c'est comme ça qu'on appelait ça, et qu'ils utilisent la désinformation comme un outil de guerre hybride pour influencer les opinions publiques. La guerre hybride inclut tout ce qui n'est pas seulement militaire, et c'est donc très vaste. On pourrait même dire que la flotte fantôme en fait partie. On Mhm. parle de sabotage, de cyberattaque. La guerre cognitive, c'est vraiment tout ce qui est, justement, on parlait de la perception du réel, la guerre psychologique. Et donc, le travail des trolls, des bots, des médias qui sont créés, des influenceurs qui sont soudoyés pour faire de la propagande ou qui le font d'eux-mêmes, n'a pas besoin d'être payé. On a des gens déjà convaincus, hein, Oui. qui ont choisi leur camp et qui le font gratuitement parce que c'est leur conviction. Tout ça va façonner la perception, c'est la bataille du récit. Et la guerre cognitive, c'est en fait la guerre pour atteindre notre cerveau et notre perception. Imaginez que si vous arrivez à gagner, on entend souvent l'expression gagner la guerre sans tirer un seul coup de feu. On l'a entendu plusieurs fois sur les plateaux de télé, je ne sais plus d'où elle vient, mais elle est très pertinente. C'est-à-dire que pourquoi vous allez perdre tant d'hommes sur le terrain si vous arrivez à prendre un pays juste parce que vous avez réussi à faire élire, par exemple, un homme qui va faire tout ce que vous voulez. Je ne pense à personne, évidemment, mais en ce moment, par Non, exemple, on a Trump qui fait un peu ce que le Kremlin attend. Bon, bah, le Kremlin doit boire du champagne ou de la vodka parce que, si vous voulez, ça fait partie de la guerre cognitive, c'est-à-dire réussir à influencer un pays. Ça ne veut pas dire que c'est que grâce à la Russie qu'il y a Trump. Hein, ce n'est pas réducteur, hein, ce n'est pas blanc ou noir. Ça veut dire non. qu'ils ont peut-être participé, on le sait, ils ont essayé d'influencer les élections, mais ça veut dire aussi que l'opinion, s'ils peuvent pousser un petit peu les partis qui vont être de leur côté, eh ben, c'est une manière de gagner le pays sans avoir fait la guerre, et ça fait partie de la guerre cognitive. Mais en fait, la guerre cognitive est très vaste, c'est toute notre perception du réel, donc toutes les manières de l'influencer. Alors effectivement, quand on parle de guerre cognitive, ce n'est pas je veux dire, l'apanage de la Russie, hein. Ce sont des techniques qui se sont développées maintenant et qui sont entre les mains de tous les États. La question, c'est la moralité et les moyens qui sont mis en place pour les déployer à différentes échelles. Tout le monde n'a pas la même sensibilité ni la même doctrine en la matière. Mais les États-Unis, peut-être aussi à leur manière, font aussi une guerre cognitive sans être en guerre réelle sur différents théâtres opérationnels avec les entreprises qu'ils possèdent et les moyens de renseignement qu'ils ont à leur disposition. Nous, on l'a vécu directement en France, on a des exemples, puisque ce dont on parle ce soir est documenté. Il y a des faits, il y a du réel, il y a du factuel. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau, une sensation. La guerre cognitive, elle a un ancrage dans notre vie réelle. On a pu le constater. Tout le monde, par exemple, a entendu parler de l'affaire des punaises de lit ou des étoiles de David qui ont été taguées à Paris. On a appris que ces phénomènes avaient été artificiellement amplifiés par des réseaux russes. En tout cas, c'est ce que les autorités françaises ont établi et ce que certains médias ont pu démontrer. Est-ce que c'est l'exemple parfait de cette guerre moderne? Est-ce que transformer un fait divers en psychose nationale, c'est ça la guerre cognitive? Bien sûr que ça en fait partie, même si ce n'est pas leur coup le plus fort parce qu'il a pu être démonté assez vite. Mais effectivement, en fait, ils analysent nos failles, nos points faibles, et ils vont aller pousser dessus. Donc, ils savent qu'il y a des tensions entre communautés, elles existent. On a des problèmes d'islamisme, on a eu des attentats assez nombreux. Ils savent qu'il y a de l'antisémitisme, ils savent qu'il y a des tensions. Et appuyer dessus, pour eux, c'est jeter de l'huile sur le feu, comme on disait. Donc, les étoiles de David, avant de savoir qu'il y avait des réseaux
russes, ça a été prouvé. Et en tout cas, ils ont été payés sur Telegram. Ils venaient de Bulgarie, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Moldavie, si je me souviens bien. Moldavie, ouais, Ouais. je mélange, il y a tellement d'histoires qu'il faut tout retenir, c'est pas évident. Et effectivement, qu'au début, on a eu une réaction en suspectant des Français qui voudraient, avec des mauvaises intentions, et ça a mis une certaine tension, il est clair, tout comme les mains rouges et tout comme les cercueils en bas de la Tour Eiffel, toutes ces opérations, s'il y a une réussite, c'est qu'ils ont en tout cas créé un emballement médiatique qui, les médias dans leur mauvais côté, en tout cas pour les chaînes télé, ne prennent pas le recul, n'attendent pas et tout de suite vont faire le zoom et en parler, en parler, en parler avant de se demander s'ils font le jeu d'une propagande peut-être, ils vont tout de suite faire le zoom. Et donc, ils ont créé un énorme effet avant, effectivement, de relayer quand même, bon, visiblement, c'est des ingérences, ça a été prouvé. Après, telle personne a été arrêtée. Il a avoué qu'il a eu des consignes sur Telegram. Bon, ok, ils le disent après. Mais quand même, l'effet de panique a été relayé par eux. Oui, ça a été très impressionnant, hein. Voilà, donc s'il y a une réussite, c'est de savoir jouer avec l'agenda médiatique. Là, on peut dire que donc il y a une vraie réussite. Après, quand même, le travail de démontage et d'ingérence a été bien dénoncé. Donc, je pense que quand même l'opinion publique a compris que ce n'était pas une tension interne, mais que c'était un essai de mettre de l'huile sur le feu. Et effectivement, ça a quand même marché quelque part parce que ça a montré à la fois qu'ils arrivaient à guider l'agenda médiatique et qu'ils arrivaient aussi, avec des petites commandes sur Telegram, à faire venir des gens qui pouvaient faire la une des journaux avec des petites opérations de com, bien trouvées, je ne sais pas, mais en tout cas qui arrivaient à créer des petites paniques. Et ça, ils arrivent quand même à le faire assez bien. Donc heureusement, on a quand même renforcé nos institutions avec des gens sérieux qui arrivent à faire leur travail. On a quand même des gens qui savent faire les enquêtes sur ces aspects-là. Mais on en parlera, on en avait parlé un petit peu dans les messages. Des fois, les gens retiennent le premier effet. Et quand on vient leur expliquer derrière ce qui s'est passé réellement, ils le retiennent moins bien. Donc au final, c'est quand même une réussite quelque Ouais. part, ces opérations. On va développer les différentes techniques qui sont mises en place justement, parce que tout ça, ça revêt des aspects techniques, hein. Il y a une idéologie aussi derrière. Mmh. Juste pour revenir spécifiquement, par exemple, sur les punaises de lit, pour bien comprendre l'effet, il était clairement d'affaiblir en fait l'Ukraine, mais sa population qui avait volonté de se réfugier, par exemple, en France, donc en créant cette psychose, en Mmh. dénonçant des gens qui ramenaient des punaises de lit qui étaient sales. On avait clairement jeté l'opprobre sur ces réfugiés, Mmh. spécifiquement, et affaiblir la volonté d'aider, je veux dire la volonté populaire dans une guerre qui aussi s'essouffle avec le temps, voilà, qui est sur un très long terme et qui est très difficile aussi à assumer psychologiquement, peut-être aussi pour la population européenne. Et d'un autre côté, on a aussi les étoiles de David. Donc là, on est sur l'exemple type d'un circuit très court, finalement, voilà, des Moldaves qui sont payés pour aller le faire. Ça coûte très peu d'argent, c'est très facile à mettre en place en réalité, et surtout, l'effet psychologique est extrêmement impressionnant, parce que les punaises de lit, ça a été relayé, mais de façon très subtile au départ, c'est-à-dire des comptes qui nous disent, bon, augmentation des punaises de lit constatée sur Paris, et ensuite on a par exemple l'exemple des étoiles de David, là où c'est très visible, c'est très choquant pour la population. On n'accuse pas nécessairement la Russie de prime abord dans les médias, on parle voilà, d'antisémitisme, on attise cette haine Mmh. avec la variable du conflit Israël-Palestine. Donc vraiment, c'est un terrain favorable à exploiter les différents médias, les différents réseaux sociaux. Mais Ouais. alors, Ouais, il y oui, a des sujets où ils sont pas bons, et il y a des sujets où ils sont assez bons et ils savent en tout cas détecter là où ça fait mal. Ça, on peut pas dire que sur ça, c'est peut-être pas très dur, faut dire. On sait là où on a des failles et on sait qu'il y a des tensions autour de l'immigration dans ce pays. On sait qu'il y a des tensions, entre communautés. Ils vont venir et appuyer là et effectivement, ça marche. L'Ukraine est aussi un de leurs sujets favoris, on sait très bien pourquoi. Donc, on va oui. retrouver beaucoup de fausses informations, de vidéos montées, de comptes qui vont balancer tout est sur la corruption, inventer des affaires, ou le plus efficace, c'est quand ils appuient sur du vrai. Donc,
ils vont se faire un malin plaisir de montrer toutes les choses qui sont vraies et essayer même de les amplifier, quitte à ajouter un ou deux mensonges sur les affaires de corruption en Ukraine, en France, sur, je ne sais pas moi, il y a des déserteurs comme dans toutes les guerres, et on ne va pas juger les gens qui ne veulent pas faire la guerre, c'est quand même facile à juger hein, quand même, mais ils Ouais. vont grossir le chiffre, ils vont dire qu'il y en a des centaines de milliers qui fuient, ils vont appuyer un petit peu partout. Alors oui, l'Ukraine est un de leurs sujets favoris. Pourquoi ? Parce que faire basculer l'opinion sur ce sujet en essayant de faire passer l'Ukraine pour un mauvais pays, corrompu, pas démocratique, avec un président illégitime, etc., c'est un de leurs sujets favoris et on sait évidemment pourquoi. Et des fois, ils sont bien aidés quand on voit que Trump, aujourd'hui, lui-même disait Zelensky n'est plus Ouais, légitime, devrait faire des élections, alors tout à que fait, ouais. on a une loi qui dit qu'en temps de guerre, on ne peut pas organiser des élections normalement. Il y a pourtant une loi, il le sait, mais il va, il va tenir le discours un peu comme si c'était Poutine qui parlait. Donc, forcément, s'ils sont aidés par des gens comme Trump, ça va Supposer des légitimer. alliés. Oui, sauf qu'en ce moment, je pense qu'ils roulent avant tout pour eux et si, leur intérêt est d'affaiblir tout le monde et l'Europe, l'affaiblir, la Chine un petit peu et la Russie un petit peu, mais au final, donner un petit coup de pouce à la Russie pour affaiblir l'Europe, le lendemain affaiblir un peu la Russie. Au final, ils Mm. sont tout seuls, ils roulent que pour eux et alliés en ce moment, c'est un grand mot, on va dire. Mm, mm, Très clairement. mm. Alors cette guerre, ce n'est pas vraiment quelque chose d'hasardeux. Hein. On le découvre dans le cadre de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Et on cite également souvent le général russe Valéry Gerasimov. Donc il a théorisé, alors c'est une théorie qui est souvent relayée, hein. Il a théorisé dès 2013 que les règles de la guerre ont changé et que l'info est une arme aussi puissante qu'un missile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette fameuse théorie qui revient très souvent et qui expliquerait aujourd'hui cette guerre cognitive, donc la fameuse doctrine Gerasimov? Dans un article de 2013 appelé La valeur de la science dans la prévision, Gerasimov décrit l'évolution des formes de conflit au XXIe siècle. Et effectivement, il dit que les frontières entre guerre et paix sont devenues très, très floues et que gagner Mhm. une guerre sans un seul coup de feu, justement, reflète bien cette théorie. Il a raison dans le sens où la guerre à l'ancienne, où on envoie des hommes sur le terrain, c'est qu'une des composantes, et c'est d'ailleurs même pas la plus importante aujourd'hui. Si on arrive à faire élire, alors on aide, on ne le fait pas tout seul, mais si on arrive à aider, à faire élire le parti qui va arrêter les sanctions, qui va dire oui, oui, nous on reconnaît la Crimée comme russe, qui va dire nous, notre allié, c'est plutôt la Russie que les États-Unis, etc., etc. C'est ça le vrai but. Eux, ils n'ont pas envie de venir faire la guerre avec les pays européens. Ils auraient même du mal. Hein. Peut-être que, d'accord, ils sont en train de recomposer leurs armées, etc. Mais leur but n'est pas ça. Par contre, leur but, ce serait que l'OTAN s'arrête, que l'Europe s'arrête et que l'Europe, chaque pays, soit plutôt pro-russe que pro-américain. Et là, ils auraient une zone d'influence énorme Oui, sur laquelle, comme ils sont plus puissants, non, maintenant, je ne sais pas s'ils sont plus puissants, mais un par un, l'Europe réunie, ils ne sont pas plus puissants, mais un par un, ils seraient plus puissants, en tout cas plus grands, plus, bon, ils essaieraient de faire l'URSS d'une nouvelle manière, c'est-à-dire une Russie qui aurait un empire avec la main mise sur beaucoup de pays. Ça, c'est leur rêve. C'est pas pour ça qu'ils vont y arriver, mais effectivement que le but n'est pas de faire la guerre à tout le monde. Ils n'en ont absolument pas les moyens. Ils ont déjà beaucoup de mal. beaucoup de Ils ont pris, difficultés déjà, oui. j'ai vu en 3 ans, ils ont gagné 1% de territoire. Donc, c'est-à-dire qu'au Et début, à quel prix? À quel prix? et en perdant, j'ai plus le nombre, mais des centaines de milliers d'hommes, ils en ont vraiment rien à faire d'envoyer des Russes mourir. Donc, évidemment qu'ils ne peuvent pas faire la même chose avec toute l'Europe. Donc, s'ils peuvent faire élire des partis, aider à faire élire des partis qui vont dire nous on sort de l'OTAN, nous on sort de l'Europe, nous notre allié c'est la Russie, c'est ça leur vrai but, c'est gagner en sphère d'influence, en guerre économique aussi, puisqu'une fois qu'un pays est dans notre influence, ben, il fait des affaires avec nous. Euh, et après, derrière, essayer d'avoir un peu la main mise sur lui, mais au moins détruire l'OTAN, détruire l'Europe pour pouvoir dire c'est nous les puissants du coin. Et effectivement, bah, même les États-Unis sont affaiblis s'ils n'ont plus l'OTAN.
Donc, leur grand ennemi historique, même si en ce moment, ce n'est pas eux leur ennemi, c'est plutôt leur ami, mais historiquement, c'est quand même les États-Unis. Bah, si l'OTAN, là par exemple, Trump rend un service à Poutine parce qu'en affaiblissant l'OTAN, Mhm. Poutine y jubile. Donc, effectivement, il avait raison, Gerasimov, sur ce point-là, c'est-à-dire que le plus important aujourd'hui dans la guerre n'est pas le militaire. Le militaire est un moyen qui est souvent très compliqué et très coûteux en hommes, en armes, etc. Et on peut même se ridiculiser, comme ils le font. Hein. C'est-à-dire que la puissance de l'armée russe, depuis le début de cette guerre, a chuté. Je ne sais pas combien ils sont classés aujourd'hui, mais on ne les voit plus comme une grande armée. Non, Puisque en tout cas, on les voit plus en capacité aujourd'hui de remporter de manière sûre et certaine ah non. le but originel de cette guerre. Hein. Et s'ils n'y arrivent pas face à l'Ukraine, qui était une petite armée, même s'ils sont aidés, il est clair qu'ils ne sont plus, ils étaient la deuxième ou troisième plus grande armée du monde, mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Non. Donc, effectivement, c'est très risqué, une guerre militaire, alors que réussir à s'infiltrer d'autres manières, là, on a entendu dans l'article aujourd'hui qui est sorti de Financial Times qu'ils avaient envoyé des gens pour étudier les ponts, les chemins de fer de chaque pays d'Europe, ils pensent plutôt comme ça, sabotage, cyberattaque, paralyser, donner de l'argent à certains partis, ou alors juste devenir amis avec eux. Et ça, c'est des méthodes qui, quand elles marchent, effectivement, sont bien plus intéressantes. C'est la nouvelle guerre, Ah, effectivement. le ratio énergie-coût est beaucoup plus intéressant que de former, de déployer des hommes sur le terrain avec l'armement militaire. Je pense que tout à chacun aujourd'hui, en suivant un peu l'actualité de ces guerres, se rend compte de ce que ça peut coûter en termes de milliards de dollars et potentiellement aussi en pertes humaines. Donc, effectivement, c'est 1000 fois plus intéressant d'affaiblir les alliés du pays envahi plutôt que de soutenir de manière classique la guerre telle qu'on l'entend au sens strict du terme. Alors, tout ça, c'est parfaitement étayé. Hein. On peut mettre des mots sur les techniques qui sont employées. Et donc, par exemple, dans les manuels de guerre hybride, on parle souvent de ce qu'on appelle l'alibi informationnel. Donc c'est une technique où l'agresseur accuse préventivement son adversaire du crime qu'il s'apprête lui-même à commettre. Je crois que vous allez peut-être nous donner un exemple juste après. Et tout ça vraiment pour brouiller les pistes. Est-ce que vous avez observé ce mécanisme de miroir accusatoire dans le débat public en France récemment ou peut-être même au début de la guerre? Bah, ils le font tout le temps, en fait. Hmm. Ils ne sont pas les seuls, mais c'est vrai que c'est leur spécialité, de dire dès le départ que c'est l'OTAN qui les a cherchés, alors que, dites-moi quel pays de l'OTAN a attaqué la Russie. Euh, bon, j'aimerais bien savoir qui les a attaqués. Que les pays voulaient sortir de la sphère soviétique, on peut comprendre, parce qu'il y avait quand même des sacrées méthodes, qu'ils ont préféré choisir d'être protégés par l'allié de l'Occident avec l'OTAN qui est défensive, même si on peut émettre des critiques sur l'OTAN à d'autres moments, mais sur ça, on ne peut pas dire qu'un des pays de l'OTAN a voulu attaquer la Russie. Donc, dire que l'OTAN les a cherchés et a provoqué cette guerre, c'est ce qu'ils disent, hein, dire Ouais. que l'Ukraine devait rentrer dans l'OTAN alors que ça a été refusé, donc ils continuent pourtant à le dire comme des arguments, dire que c'est l'extension de l'OTAN, je veux dire, d'accord, des missiles étaient dirigés, parce qu'il y avait une guerre froide quand même, hein, on ne l'a pas oublié, vers la Russie, mais des missiles russes étaient dirigés vers nous aussi. Et c'était une espèce de statu quo, la terreur, l'équilibre de la terreur, comme on dit. On ne peut pas dire que c'est qu'on les menaçait plus qu'ils nous menaçaient. Donc ça, eux, ils adorent dire qu'on les menaçait et que c'est nous qui avons provoqué tout ça. Nous, l'Occident, l'OTAN, puisque la France est dans l'OTAN, je dis nous dans ce sens-là. Mais ils adorent le dire. Ils adorent aussi dire que l'Ukraine les a cherchés. Mais est-ce que Mhm. l'Ukraine a envahi la Russie? Non. Qui a envahi l'autre? C'est bien eux. Est-ce qu'ils avaient droit, c'est-à-dire de dire, par exemple, l'Ukraine est la langue officielle? Ils ont le droit, c'est leur pays quand même, ils ont le droit de dire que leur langue Bien est la sûr. langue officielle. Non, parce qu'on entend effectivement des gens dire oui, ils ont voulu interdire le russe. Non, ils n'ont pas interdit, ils ont dit que l'Ukraine était la langue officielle, c'est pas pareil. Donc à chaque fois, ils vont déformer les choses. Dans la version accusatoire, bah, ils en font tout le temps. Est-ce que j'avais noté d'autres exemples? Bah, surtout sur ça. Hein. Et Poutine, on sait qu'il a déclaré que le pire jour du XXe siècle, c'était l'effondrement de l'URSS. Donc il a cette nostalgie de puissance. Et si l'URSS est tombé,
Pourquoi elle est tombée? En fait, la Russie a envahi l'Afghanistan, ils ont perdu. Alors d'accord, il y avait des armes américaines pour aider, les Afghans, mais heu, mais n'empêche que, les petits Afghans avec une petite armée, ils ont réussi à faire une débâcle de l'armée russe. Ils ont perdu en crédibilité et au final, certains disent, il y a plusieurs facteurs, mais que c'est comme ça aussi, et puis des tensions internes, et d'autres facteurs ont fait que l'URSS s'est effondrée d'elle-même. C'est pas, les Américains ou l'OTAN, qui a fait chuter l'URSS, elle est tombée d'elle-même. Donc ils veulent retrouver ça et ils veulent à chaque fois inverser les choses. Là, par exemple, ils aiment dire la France est en guerre contre la Russie. Oui. Mais je suis désolé. Qui menace l'autre? Qui a dit s'ils me cherchent, je leur balance un missile et je détruis leur pays, toutes les capitales? Qui dit ça tous les 4 matins? C'est Poutine. Est-ce que nous, on a dit l'équivalent? Jamais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On donne des armes à un pays qui s'est fait agresser et qui se fait raser toutes les nuits avec des bombardements sur les civils depuis 3 ans et demi. Bah oui, un pays comme ça, on a envie de l'aider. Et est-ce que c'est un mal? Je ne crois pas. Qui peut dire que c'est mal d'aider un pays agressé? Alors, est-ce que parce qu'on l'aide en lui donnant des armes, euh, du coup, on est en guerre contre la Russie? Ben non, tout ce qu'on demande à la Russie, c'est de quitter l'Ukraine. C'est beaucoup ça. S'il estime qu'on est en guerre contre lui parce qu'on demande juste qu'il quitte un pays qu'il a envahi, bah, c'est encore la même stratégie, c'est-à-dire l'inversion accusatoire. On veut juste qu'il quitte ce pays qui n'est pas le sien. Ça fait 30 ans que ces frontières elles sont délimitées. S'il l'avait fait dès le lendemain matin, on aurait dit, bon, qu'est-ce que vous contestez? Il a attendu 30 ans pour dire que ces frontières lui allaient pas. Ben, c'est un petit peu tard quand même, 30 ans. Elles sont reconnues dans le monde entier, par l'ONU et par tout le monde. Donc, Alors, j'en profite, j'ai une question dans le chat qui est assez intéressante pour rebondir. Biden, enfin, alors, on n'est plus sur le sujet, mais est-ce que Biden, en maintenant le flou sur l'éventualité de voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN, n'a pas servi sur un plateau le prétexte idéal, ce fameux alibi informationnel? à quel moment il a dit ça? Et il parlait d'une entrée de l'Ukraine quand? Parce que pendant la guerre, on ne peut pas faire entrer un pays dans l'OTAN qui est en guerre. Donc Non, déjà, effectivement. il devait pas parler d'une entrée pendant la guerre. Après la guerre, bah, quand on voit le sort réservé à l'Ukraine, alors que la Russie avait signé un pacte de protection de l'Ukraine, lui a repris ses armes nucléaires, lui a repris ses armes aussi, a laissé une base qu'elle louait, une de ses bases marines les plus importantes avec ses sous-marins en Ukraine, qu'elle louait, et elle devait protéger l'Ukraine. Et en échange, elle l'envahit. Quand on voit comment la Russie essaye de raser l'Ukraine, on comprend que être dans l'OTAN après cette guerre serait une protection pour eux. Ils n'ont pas l'arme nucléaire pour se protéger. Euh, ça se comprendrait. Maintenant, le sujet n'est pas d'actualité, on ne sait même pas quand va finir cette guerre, mais je pense que Biden parlait d'une hypothétique adhésion après cette guerre, mais ce n'était pas de toute façon pendant la guerre. Donc, je ne sais plus quand il a dit ça. Je ne sais pas si la personne peut préciser, mais avant, ça a été refusé par tout le monde. Et pendant, on ne peut pas. Et après, ça se comprendrait. Parce que qu'est-ce qui promettrait à l'Ukraine de ne plus être réattaquée si la guerre s'arrêtait? Il n'y a rien. Bon, on va préciser ça dans le chat. Alors, je rebondis aussi, j'avais aussi une petite question de mon côté concernant cette velléité permanente de la Russie de faire planer, bon, pas que le risque nucléaire, hein, mais le risque de représailles si les alliés européens, si l'OTAN s'engage de manière frontale dans cette guerre, donc en déployant des... Au début, c'était en apportant un soutien, ensuite, ça a été la limite en déployant des armes, en mettant à disposition des armes. Ensuite, ça a été avec l'éventualité de déploiement d'hommes sur place pour un maintien de la paix ou d'un cessez-le-feu. Est-ce que quand le Kremlin vient dire de façon directe, on est en capacité de raser vos villes, la rhétorique en France qui consiste à dire on va monter en puissance, on va expliquer qu'on doit se préparer à une guerre de haute intensité, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière jouer leur jeu? Et là, je n'ai pas d'avis, c'est vraiment ma question. Vaste question. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un nous dit on va vous raser avec du nucléaire, on est obligé de répondre il sait très bien que s'il fait ça, Moscou sera rasé aussi, puisque c'est l'affrontement nucléaire, personne ne le veut, puisque le monde entier disparaîtrait dans des missiles nucléaires. Ça, c'est une chose. Ouais. Ensuite, rentrer en guerre contre la Russie, personne ne le veut, parce qu'ils savent qu'il y a un emballement, pas seulement à cause du nucléaire, mais personne ne reveut une grande guerre.
Non. déjà, nous, on déplore ce qui se passe en Ukraine, c'est pas pour qu'il y ait une contagion d'une grande guerre générale. Donc, on ne le veut pas. Ils ne le veulent pas non plus. Mais on essaye de trouver des solutions pour sécuriser l'Ukraine. Moi, je n'y crois pas au déploiement de troupes qui sécuriseraient l'Ukraine parce qu'il suffirait que ces troupes soient bombardées pour que ça dégénère. Parce qu'on Ouais. ne pourrait pas, déjà, c'est aussi le problème qui se pose dans les pays baltes. C'est-à-dire que si à un moment il y a des gens, des soldats français ou autres de l'OTAN qui sont tués, on se sentira obligé de répondre. Sinon, c'est la crédibilité de l'OTAN qui est en jeu. C'est comme l'article 5. Poutine, d'après moi, veut tester l'article 5. Il veut décrédibiliser l'OTAN. Donc, il veut montrer que s'il attaque, même une petite attaque, même peut-être un drone, on ne sait pas si c'est lui, il veut montrer qu'on ne réagira pas pour prouver que l'article 5 ne fonctionne pas. Donc, c'est très compliqué parce que comment réagir? On ne veut pas rentrer en guerre. Lui, il n'arrête pas de dire qu'on veut la guerre, qu'on veut la guerre. Maintenant, moi, je pense qu'on ne veut pas du tout rentrer en guerre. Il est évident, sinon on l'aurait fait depuis longtemps. On a quand même des moyens, hein, tous regroupés. On a beaucoup plus que lui, hein, en armée, en avion, en navire. Il n'y a qu'en troupes au sol qu'on n'est peut-être pas très puissant. Mais bon, une guerre, ça ne se fait pas avec des troupes au sol. Hein. On envoie des avions. On regarde ce que les Américains ont fait en Iran. Quelques avions, tac, tac, des bombardements. C'est les nouvelles guerres, c'est pas les troupes au sol, c'est un peu à l'ancienne quand même. Maintenant, pour ce qui est de la préparation aux esprits, par exemple en France, quand on sent cette tension, quand on sent que les Américains nous lâchent quand même nous insultent, nous traitent de nazis, en tout cas pour Elon Musk, etc. Trump est quand même son ami à la base. Bon, il a eu un froid, là, je crois qu'il sera co-signé. Trump dit il a dit là qu'on a des dirigeants faiblards et qu'on ne vaut plus grand-chose. Enfin bon, bref, ça, c'était censé être nos alliés un peu protecteurs. Bon, quand on sent ça d'un côté et que de l'autre, il n'a aucune peur de nous, puisqu'il fait une guerre juste à côté de chez nous, il nous menace et il vient faire des sabotages, des cyberattaques, de l'intimidation tous les jours, presque tous les jours. Il n'a pas très peur de nous, sinon il ne ferait pas tout ça. Et que nous, on se rend compte qu'on n'a pas arrêté de désarmer parce qu'on croyait que ce n'était plus l'époque des guerres, donc de moins en moins d'hommes, de moins en moins d'armes. Ouais. Le réflexe de se dire faut qu'on retrouve un peu plus d'hommes, un peu plus d'armes, il est un peu normal parce que si on attend le jour où il y a une guerre pour y penser, ce sera trop tard parce que ça prend du temps. De former des hommes, de recruter des hommes et de fabriquer des armes, ça prend du temps. Donc moi, je suis pas militariste, mais je comprends qu'on ait un peu ce réflexe, quoi. Est-ce que on ne devrait pas plutôt nous aussi jouer notre carte sur le terrain de la guerre cognitive, sur la guerre informationnelle, finalement? C'est une bonne J'anticipe pas la question. fin, mais je veux dire, parce que quand on en parle comme ça, parce que ça vient de la Russie, on a l'impression que oui, c'est sale de parler de guerre cognitive, puisque finalement, c'est manipuler l'opinion publique, c'est manipuler les réseaux sociaux à des fins avantageuses en termes de guerre sur le plan géopolitique, géostratégique. Est-ce que nous, on ne devrait pas aussi peut-être jouer avec ça? On le fait à notre manière qui est très différente. On a des styles très différents sur tous les plans. Et sur ce plan-là, on a aussi un style très différent. Donc, on monte des initiatives à la fois de contre-ingérence pour détecter ce qui se passe, à la fois pour enquêter sur ce qui se passe, à la fois pour dénoncer ce qui se passe, que ce soit aussi informer les médias pour qu'ils relayent ces informations, monter des comptes X et autres réseaux sociaux pour informer les gens qui sont sur chaque réseau. Le French Response, par exemple. Oui, tout à fait, oui. Et il n'y a pas que celui-là, il y a des choses qui sont faites. Ils ont même approché des influenceurs, mais la différence, c'est que ça va être plus ou moins public. Ils vont l'assumer. Ça ne va pas être caché. Ils ont dit, oui, on approche des influenceurs pour relayer nos messages. Alors, je ne sais pas lesquels, je n'ai pas vu la liste, mais effectivement, c'est pas anormal de vouloir informer les gens. C'est pas anormal d'enquêter sur les ingérences. Par contre, est-ce qu'on va faire des choses du type ça va pas être comme eux en fait. C'est une guerre cognitive Non. qui va être informer mieux, enquêter mieux, trouver les ingérences. Moi, je trouve qu'on est un peu faiblard. C'est-à-dire qu'à la fois, on a plein de réactions, à la fois, citez-moi un propagandiste russe en France qui a été condamné, par exemple, à une amende, hein, même de 200 €. Citez-moi juste un. Tous les jours sur les plateaux de télé, on entend de la propagande russe, pas H24, parce qu'ils donnent la parole à tout le monde, il y a beaucoup de pro-ukrainiens, je suis d'accord.
mais tous les jours, on entendra la propagande russe avec des mensonges sur les plateaux télé. Personne n'est condamné pour une fake news, personne n'est condamné pour la propagande. Sur les réseaux sociaux, certains font du business, des chaînes YouTube qui ont 500 000 abonnés, 1 million, qui font de l'argent, hein, des Ouais, 7 ouais. 000 euros par mois, c'est leur salaire. Hein. Ils racontent que des fake news. Est-ce que vous avez vu une condamnation? J'ai entendu dire, par exemple, Madame Galacteros dire que l'attentat qu'il y avait eu à Moscou par une branche de Daesh, où il y avait eu plein de morts, vous vous souvenez, dans l'opéra, je crois, c'est Ouais, ça, c'est ouais, un ouais. opéra. Elle avait osé dire que c'était les services secrets ukrainiens. Même des gens comme ça, un peu en place, qui sont passés par des instituts, etc., qui disent des choses aussi énormes, on ne sait pas condamner, même pas une petite amende. Donc, on a beau monter plein de choses, on ne sait pas condamner les fake news et la propagande. Et c'est pas de la censure, attention. Moi, je suis pour la liberté d'expression, mais je trouve qu'on devrait faire quand même des exemples quand des politiques disent des énormités, des vrais mensonges qui ressemblent à de la propagande russe, qu'ils soient payés ou pas payés. Mariani, il y a eu les LR, là, on dirait que c'est un parti vraiment qui pose question. On a Asselineau, on a Philippot. Alors, on va revenir après sur les agents d'influence, qu'ils soient politiques ou particuliers. Je me permets de revenir un petit peu sur les techniques qui sont déployées justement, et on vise directement les réseaux sociaux. Il existe aussi un concept qui est appelé les villages Potemkin numériques. Et le but de cette technique, c'est de créer une illusion de succès ou de soutien populaire massif qui n'existe pas en réalité, avec des fermes, enfin tout ça via des fermes de trolls. Donc là, on touche directement aux réseaux sociaux, à X par exemple, hein, qui est un terrain de jeu favori. Comment est-ce qu'un citoyen lambda peut faire la différence entre une vraie indignation populaire sur Twitter, comme on peut le voir par exemple, et une opération artificielle montée de toutes pièces qui s'amplifie? Ça va recouper plusieurs choses, c'est-à-dire que connaître ses sources. Quelqu'un va dire oui, mais c'est facile à dire, toi tu utilises des sources otaniennes, etc. Bon, eux, ils sont très fiers d'aller chercher la source sur Telegram que personne ne connaît, même Ouais. anonyme, ou alors le mec que tout le monde dit qui est complotiste, ils vont le croire. Donc eux, ça sera leur source. Donc c'est très compliqué de dire à quelqu'un, il faut faire attention à ses sources, parce que ce que nous, on va estimer sources sérieuses, eux, ils vont estimer que c'est des sources vendues, officielles, et eux, les sources qu'on va appeler des complotistes, ils vont dire non, ça c'est une source sérieuse. Moi, je vois plein de gens défendre Idriss Raberkan. Il ne faut pas donner de nom, mais bon, j'en donne. Parce que quand quelqu'un assume ce qu'il fait, un visage découvert et balance tout ça, bon, on a le droit de le critiquer aussi derrière. Sinon, voilà, c'est le jeu. Donc, le problème des sources est déjà central dans cette histoire, puisqu'il y a un peu deux bulles, avec une bulle qui est un peu plus rationnelle que l'autre, et les gens changent rarement de bulle. Ça veut dire que même avec une bonne démonstration, imaginons que là, on a quelqu'un qui a des sources très douteuses qui nous regarde. Il va être très dur de le faire changer d'avis et de le rendre plus rationnel, plus cartésien et de croire à des sources plus sérieuses. Parce qu'il va être un peu à fond dans son système. Donc, à la base, normalement, il y a la comparaison des sources. Puisque si on recoupe plusieurs sources, on voit quand même qui, je ne sais pas, moi par exemple, dans les méthodes de fact-checking, une info sort. On peut regarder qui l'a posté. Il y a des méthodes, ça soit une image, on peut faire de l'image inversée avec différents, même Google Images, hein, on va dans Google Images, on fait TinA ou PimA, qui sont des outils de Zint. On Oui, peut trouver, Pima Hayes, ouais. voilà, je prononce mal, désolé, Non, non, et pardon, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en OSINT. Je sais, voilà, vous pratiquez beaucoup cette discipline. et Donc, on peut trouver qui a posté en premier. On peut mettre par ouais. date. Et ça, c'est bien, mais même juste en regardant sur Twitter quels sont les différents comptes qui l'ont posté, normalement, on se fait déjà une idée. Sauf que l'idée ne va pas être la même selon comment on considère nos sources. C'est ça le problème. Mais effectivement, pour quelqu'un qui est de bonne foi et qui veut vraiment vérifier, il y a des outils. Il y a des outils pour vérifier si quelque chose est retouché par l'IA. Il y a des outils pour voir si un compte est un bot. Ils ne sont pas fiables à 100%, mais quand même à 80% peut-être. Ou voilà. Il y a des outils pour voir si une image a été retouchée. Il y a des outils pour faire un peu tout pour qui veut. Mais ça demande du travail et du temps. Tout le monde n'a pas le temps. Et le Oui, j'ai problème, envie de dire, Pascal, vous êtes journaliste. Et et donc, oui, ça fait partie de votre quotidien, tous ces outils, cette façon de faire. Moi, j'estime voilà, que dans le cadre d'un réseau social comme X, qu'on peut soupçonner
ou enfin du moins que les autorités françaises soupçonnent aujourd'hui de manipulation algorithmique, visant aussi à favoriser du contenu qui génère du clic, qui génère de l'attention. Et là, on est vraiment toujours dans la guerre psychologique. Va favoriser également des contenus pro-russes, par exemple, ou des relais d'opinion russes qui sont dirigés vers la population française. Donc, quand on est noyé un petit peu sous cette masse informationnelle, c'est aussi peut-être un peu compliqué de parfaitement faire le tri. Mais bon, moi, ce que je vous propose, Pascal, c'est justement, qu'on tienne un petit peu nos spectateurs ce soir en leur expliquant à la fin, justement, tout ce qu'ils peuvent facilement mettre en place, du moins, pour réussir à s'en sortir, ne pas avoir le sentiment que c'est un piège et qui vont pas réussir à faire le tri dans le vrai du faux. C'est aussi le but de la boîte noire et de ma chaîne YouTube, c'est de donner aussi parfois des clés de compréhension, enfin, du moins des clés, des solutions quand c'est possible, puisque les techniques sont toutes très, très vicieuses, hein. On a également le sleeper effect, qui est donc l'effet d'assouplissement, littéralement. C'est le principe, pardon, le principe est que notre cerveau retient l'information mensongère, mais oublie avec le temps qu'elle venait d'une source douteuse. Alors, déjà, dites-nous en commentaire, dans le chat, si ça vous arrive, ce sentiment d'avoir vu une information mensongère ou quelque chose, enfin, pas le savoir nécessairement, d'avoir vu une information, mais de ne plus vous souvenir comment vous l'avez su et d'où elle vient. Et est-ce que vous avez des systèmes de sillage? Est-ce que vous revenez en arrière? Est-ce que quand vous voulez parler d'un sujet en particulier, vous conservez ce lien pour être sûr de savoir d'où ça venait? Et moi, ma question, Pascal, pardon, c'est est-ce que ça veut dire que le démenti, le debunking, le fact-checking est devenu inutile aujourd'hui, puisque le mal est déjà fait? Il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, on a un rapport aux émotions qui est particulier et qui est étudié et analysé. Depuis que la psychologie existe, elle a été poussée de plus en plus loin dans l'analyse des comportements et tout ça est appliqué dans tous les domaines, notamment dans ce domaine-là. Ce qui veut dire qu'on sait qu'une information choc va provoquer plus d'émotions chez nous et que les gens, pas tous, mais beaucoup de gens, vont être plus attirés par des informations choc. Donc, ils vont préférer l'information un petit peu provoque, un peu oh, qu'est-ce que c'est ça? Mais quand on vient leur expliquer la nuance, le détail, tout ça, ouais, là, ça m'intéresse moins. Donc, il y a déjà une partie comme ça de notre rapport aux émotions et certains en jouent. On sait que les vidéos IA ou pas IA très choc attirent, génèrent énormément de vues. On sait que, par exemple, un complotiste qui va faire plein de fake news peut générer beaucoup plus de vues que quelqu'un de très sérieux qui va analyser un sujet. Mmh. Et ça, c'est dur à expliquer, mais on peut expliquer parce que les gens sont attirés par ce qui est choc, ce qui est provoque, ce qui est dérangeant. Par contre, quand on va venir sérieusement leur faire une analyse du sujet, bon, bah là, ouais, ok, 30 secondes, ça va, mais là, je vais zapper. Donc, il y a cet effet-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, il faut des fois se demander notre rapport aux médias, mais là, je pense surtout aux chaînes télé, qui vont elles aussi jouer de ça. On sait que les chaînes télé jouent sur la provoque, certaines H24, d'autres un petit peu, et elles vont relayer, je ne sais pas moi, je prends un exemple au hasard, je ne me souviens pas comment a été traitée par exemple l'affaire des étoiles, imaginons sur BFM, ou une Mmh. autre chaîne, d'accord? Mais peut-être qu'ils ont passé 3 heures à expliquer que c'était la panique, que c'était horrible ce qui venait d'arriver, quelqu'un vient de dire que sur ces bâtiments, il y avait des juifs qui vivaient en faisant une grande étoile, mais qu'ils ont peut-être passé 3 fois 5 minutes à dire qu'au final, attention, c'était qu'une opération d'ingérence, visiblement, on reviendra dessus dès qu'on aura plus de détails. Mmh. Je caricature là, mais il y a un peu de ça quand même. Je pense qu'il y a aussi une remise en question de nos chaînes télé, d'autres médias aussi, mais c'est quand même beaucoup la télé qui peut faire le jeu de cet effet-là, c'est-à-dire qu'on le pousse nous-mêmes. Ensuite, est-ce que nos cerveaux retiennent mieux la première info que l'explication? Bah, ça a été un peu démontré, je crois, ça a été prouvé. Et ça, bah, c'est de l'ordre de l'analyse de nos cerveaux. C'est comme certaines couleurs nous parlent plus que d'autres. Certains, le grave, on va plus nous plaire qu'une voix un peu aiguë, ou je ne sais pas. Enfin, il y a des choses qui ont prouvé sur nos comportements. Et là, bah, peut-être que la première info, on la retient mieux. Et que par contre, l'explication, elle est plus nuancée, elle est plus technique. Ouais, bon, ok. Et donc, on va rester sur la première impression. Moi, je ne Alors savais pas. effectivement, Mais,
le fact-checking, le debunking, il y a plusieurs médias qui sont spécialisés dedans, des journalistes qui tous les jours travaillent voilà, sur ces sujets, qui sont eux-mêmes du coup remis en question. Mm. Ça demande énormément d'énergie, c'est-à-dire que pour effacer une information mensongère, pour la contredire, pour installer dans le débat public que la première information est à oublier et qu'il faut essayer de redire du coup la bonne information, si tant est qu'aujourd'hui les gens veulent croire la bonne information pour ce Mm. qu'elle est, Mm. c'est vraiment difficile. Moi, j'ai lu une étude du MIT qui citait dans un rapport récent sur le réseau X, une fausse information circule en moyenne 6 fois plus vite qu'une vraie. Mm. Et alors, face à cette architecture algorithmique voilà, qui va favoriser le mensonge, est-ce que le travail de journaliste d'investigation n'est pas devenu alors, bah, finalement, ça rejoint la question précédente, mais voilà, est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance finalement? Est-ce que on se lasse pas? Est-ce que vous avez encore envie cette énergie tous les jours sur X d'essayer voilà, de débunker un peu tout ça? Moi, c'est une passion. Déjà, je veux savoir ce qui se passe. Après, j'aime entendre qui fait des fake news et j'aime essayer de les débunker. Mais ça peut fatiguer par moment, bien sûr. Hmm. Mais comme l'information, déjà, toute seule peut fatiguer par moment. On va en parler aussi de la surcharge informationnelle. Donc déjà, la Ouais, fatigue est là. Donc si en plus on a l'impression de vider un océan à la petite cuillère, bien sûr que ça fatigue. Après, il y a des gens qui sont habités par ça, et ils se disent que ça les intéresse et que c'est utile et qu'il y en a vraiment besoin, donc ils vont le faire quand même. Ce qui va faire la différence aussi, c'est aux États et à des investisseurs aussi qui appartiennent des médias, etc., d'investir là-dedans. C'est-à-dire que si Elon Musk a le plus gros réseau politique du monde, politique, après il y a d'autres réseaux, mais qui sont politisés plus ou moins, si lui, il est d'extrême droite, par exemple, est-ce qu'on va créer des contrebalanciers qui ne seront pas d'extrême droite? Parce que Blue Sky, c'est vachement bien. Donc moi, hmm. par exemple, j'invite à quelqu'un qui serait fatigué de X d'aller sur Blue Sky, c'est déjà plus sain. Mais est-ce que Blue Sky aura la même puissance de frappe que X? Pour le moment, non. Donc c'est aussi une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de business. Euh, la politique est aussi un business. Le cerveau des gens est aussi un business. Elon Musk Mhm. a acheté X, pourquoi? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? J'aimerais bien voir les comptes. Aux dernières nouvelles, c'était pas hyper Non, non, rentable. non, non, non. C'est comme les médias, quand des milliardaires les rachètent, des fois c'est rentable. Bolloré a déclaré au Sénat que c'était super rentable pour esquiver le je l'ai acheté pour faire de la politique. Mais au final, c'est avant tout des outils politiques. La politique est un Hmm. business comme un autre. On vend, quand on est très influent, bon, je dévie un peu du sujet, hein, mais c'est quand même lié. Non, non, bien sûr. Quand on est très influent, on vend cette influence. Quand Elon Musk pèse autant sur l'influence, j'imagine que ça le met bien par rapport à Trump. Bon, il avait déjà SpaceX, Tesla et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est en plus quelqu'un d'influent politiquement. Et quelqu'un qui a plein de médias va être influent politiquement. Donc les politiques ne vont pas le voir pareil que s'il fabrique juste des voitures. Euh, donc effectivement, il y a plein de choses là-dedans qui vont jouer. Le fact-checking, moi, ce que je trouve bien, c'est que déjà plein d'initiatives sont faites. La plupart des médias ont maintenant une rubrique fact-checking. Qui les regarde? Le problème, c'est que c'est souvent des gens déjà convaincus qui vont les regarder. Je ne crois pas que le complotiste va aller, ou alors il va les regarder, il va dire ah encore des vendus. La plupart des fact-checkers sont traités de vendus par les complotistes, par exemple, parce que tout simplement, pourtant, ils essayent de dire la vérité. Oui, ces vaccins marchaient quand même un peu, même plutôt bien des fois pour certains. Ils ne donnaient pas le cancer. Bon, bah, il suffit de dire ça et l'anti-vax, il va dire ah, regardez-moi, c'est vendu de fact-checker. Et ça va être pareil sur tous les sujets. Moi, sur X, on me traite d'agent de la CIA, d'agent de l'OTAN, payé par je ne sais qui. Bah non, désolé, j'aimerais bien être payé, mais non, on ne me paye pas. Donc, euh, c'est compliqué, c'est l'histoire des deux bulles, en fait, qui se regardent, et rarement les gens passent de l'autre côté. Donc, en fait, Hmm. le fact-checking va marcher auprès des gens qui sont déjà un peu cartésiens, rationnels, et ils vont vouloir savoir, ah, c'est quoi la vérité sur cette info? Mais celui Hmm. qui est complotiste, on va rarement le faire passer de l'autre côté, même si de temps en temps ça arrive, c'est bien. Donc, c'est un peu une mission sans fin, mais c'est un enjeu politique énorme. Hein. Alors, Ouais. excuse-moi Pascal. Ah, pas trop. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vu passer rapidement dans le chat quelques indications sur le fait que les fact-checkers
comme vous le disiez, Pascal, ne seraient pas les chantres de la vérité ou seraient politisés ou seraient influencés. Alors, est-ce que le fact-checking n'est pas lui-même déjà pollué? Moi, je reste convaincu qu'il existe des journalistes sérieux qui font bien leur boulot. Quand on se lance dans le fact-checking, dans le débunkage, c'est pas une mission toujours facile. Vous n'êtes pas obligé de croire tout le monde, mais la meilleure source aussi, parfois, c'est vous, à condition de bien le faire, d'aller aussi corréler différentes sources, d'essayer de comprendre, d'essayer d'avoir l'esprit ouvert, et de sortir cette bulle algorithmique dans laquelle parfois des réseaux sociaux comme X peuvent vous enfermer. J'en parlais dans une vidéo qui n'a pas été populaire parce que dire aujourd'hui sur X que qu'il y a un risque de manipulation algorithmique qui est même étudié, c'est se prendre les foudres des chantres de la liberté d'expression. Moi, je vous demande de vous faire confiance qu'à vous. Déjà, faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, dans le ressenti que vous avez d'une information, dans votre culture, dans votre perception de la réalité, et sortez de votre bulle. Cherchez aussi à aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Ne restez pas que sur vos préconçus, sur vos idées, et vous allez voir, vous allez peut-être réussir à démêler un peu le vrai du faux. Alors, je rebondis du coup sur les techniques utilisées dans cette guerre cognitive de désinformation et de manipulation à des fins purement stratégiques, hein. On a beaucoup parlé de l'opération Doppelganger. Donc, ce sont des réseaux russes qui clonent à l'identique des sites de médias reconnus, donc comme Le Monde ou Le Parisien, pour y glisser de faux articles. Alors, quand la contrefaçon est aussi parfaite, est-ce que la responsabilité, finalement, ne revient pas aux plateformes comme X ou Facebook de bloquer ces liens et de contrôler un peu ce qui se passe? Ben, merci, parce que j'allais enchaîner justement sur ce que vous disiez juste avant. Il n'y a pas que X qui est manipulé. Toutes les plateformes ont des algorithmes qui sont orientés. Telegram, n'en parlons pas, il y aura beaucoup à dire. Facebook, évidemment que c'est orienté aussi. Instagram, TikTok, énormément à dire. Donc, on n'est pas que sur à critiquer X, on critique le fait que l'algorithme est biaisé et que c'est du business et que l'opinion politique d'une plateforme va jouer sur ces algorithmes, ou des fois, ça va être juste au plus offrant. C'est-à-dire que même quand Facebook n'était pas forcément d'extrême droite, mais s'il y avait de l'argent à prendre, ben, elle allait pousser des contenus d'extrême droite. Donc en fait, il y a tout qui se mélange. L'opinion politique va jouer, mais le business va jouer. Le problème, c'est ces algorithmes biaisés. Maintenant, sur le clonage des médias, non, la question, c'était sur le clonage des médias à la base. Oui, la question c'est Ah, quand la contrefaçon est aussi parfaite, le fait mm. sur les clones qu'il y a pu avoir du Monde et du Parisien, est-ce que la responsabilité c'est pas aussi à la modération et au contrôle sur X ou Facebook de peut-être de bloquer ces liens ou Ouais, alors Google, on pourrait en dire très long aussi sur les critiques. Et quand c'est sur une plateforme, effectivement, leur responsabilité générale, il y a plein de choses à dire. Et sur les faux sites, les sites clonés, eh ben, c'est comme sur le reste. C'est-à-dire que la modération, elle est très faible. Ils vont pas vouloir. Ils ont une vision de la liberté d'expression très particulière. Donc le drapeau nazi pour dire que l'Europe c'est des nazis, ça c'est bien. Par contre, un sein, ah non, bon, le sein sur X, maintenant on peut tout à fait le mettre, mais je veux dire, par exemple aux États-Unis, un sein, c'était bien pire que de faire des chants nazis à la louange d'Hitler, par exemple. C'est-à-dire, tout ça pour dire que la vision de la liberté d'expression est particulière, et donc les fausses informations ne sont pas un problème pour eux. Alors, des fois, ils font des exemples. Oui, on a démantelé 1000 bots ou 10 000 bots, mais en fait, on regarde derrière, il y en a 400 000. J'ai lu que, j'ai plus le chiffre, je l'ai sur un autre document, la majorité du trafic sur Internet, la majorité, c'est des bots aujourd'hui. C'est plus de ouais. la moitié. Donc, en fait, il y en a partout des bots. Donc, les plateformes, que ce soit Google ou les réseaux sociaux, luttent très peu, que ce soit contre les bots, mais aussi sur les malversations, les mensonges, les fake news, mais aussi les sites clonés. Donc, après, ce qu'on peut dire sur ça, pourquoi ils le font et est-ce que ça marche? Ils le font pour gagner en crédibilité, parce que vous arrivez sur un site inconnu, vous allez vous dire c'est quoi? Ah, certains vont se dire c'est quoi ça? Je n'ai pas trop confiance. Certains, d'autres vont avoir confiance. Mais
D'autres vont arriver, ils vont croire que c'est France 24 ou Le Monde, Le Parisien ou RFI, tout cela ont été clonés, hein, et bien d'autres, et ils peuvent se faire avoir. Certains vont se faire avoir. Si par exemple, c'est leparisien.ltd, mais qui va aller lire le LTD? La plupart des gens ne regardent pas le nom de domaine en détail à la loupe. Donc, ils se croient sur Le Parisien, ils voient un article et ils vont dire, effectivement, ils vont répéter aux gens ce qu'ils ont lu, comme si c'était vrai, ils vont y croire. Alors, certains publics sont plus aptes à y croire que d'autres. J'ai lu que dans la désinformation en général, il y avait des endroits où ça marchait moins bien que d'autres. Mais par exemple, je ne sais pas moi, en Afrique, est-ce que les gens sont aussi éduqués aux médias qu'ici? Ici, dans certaines populations, est-ce que certains ne sont pas plus imperméables que d'autres? Perméables plutôt. Je pense que selon les couches de population, selon l'éducation qu'on a eue, selon le métier qu'on fait, certains peuvent recevoir. Alors, il faudrait que je les note plus loin, de toute façon, on va en parler. Et effectivement, ça ne marche pas toujours la désinformation. Des fois, ça marche mal, Hmm. mais ça laisse quand même des traces. Et puis, quand on en fait tous les jours, et de plusieurs manières différentes, ça finit par marcher quand même un peu. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens complotistes dans les derniers sondages. Quand je dis complotiste, c'est au sens large. Hein. Ça veut dire qu'ils croient à certaines théories du complot, ou ça, ou ça, ou ça. Il y a des sondages assez affolants qui montrent que, je ne sais plus, 20% de la population en France, en gros, croit ou bien qu'on n'est pas allé sur la Lune, ou bien que la Terre est plate, ou bien enfin, des choses assez. Donc, ça marche quand même, tout ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si on a des platistes dans le chat ce soir. Manifestez-vous. Mais tout ce qu'on vient de dire, Pascal, ça rejoint aussi peut-être la dernière tactique que je voulais évoquer, c'est la surcharge informationnelle, en fait, Mm. dont le but n'est pas de nous convaincre, hein. Le but, c'est pas d'achever, de rentrer cette information dans nos esprits, mais c'est de nous noyer sous des versions contradictoires pour nous fatiguer et nous rendre apathiques, lassés finalement de cette information. Mm. Est-ce que le but ultime de la Russie, c'est pas simplement de nous dégoûter de l'information et qu'on finalement, noyé sous tout ça, on finisse par baisser les bras? Bah, ce qui me vient déjà en premier, quand j'entends ça, c'est qu'avant qu'ils arrivent pour faire ça, il y a déjà une fatigue informationnelle. Puisque moi, je croise de plus en plus de gens qui me disent: oh, moi, les informations, ça me fatigue, je regarde même plus. Déjà, les gens sont fatigués. Certains, juste par l'information en général. D'autres s'y intéressent, mais peuvent être fatigués parce que c'est dur à comprendre, en fait. Parce que c'est Hmm. complexe, au final, tout ça. En plus, il y a plein de thématiques, il y a plein de pays, et tous les jours, il se passe plein de choses. Donc, ça peut vite fatiguer. On n'est pas tous journalistes ou passionnés de l'information. Et même quand on est passionné ou journaliste, ça peut fatiguer. On parle dans le milieu journalistique ou des auditeurs de santé mentale, c'est-à-dire faites attention, n'en consommez pas trop d'un coup, faites attention aux images dures, allez faire du sport derrière pendant 1 heure, faire une pause entre les deux, tout ça pour préserver sa santé mentale. Donc déjà, avant qu'ils arrivent, il y a une surcharge informationnelle déjà là. Si en plus, sur un sujet où on a du mal à y voir clair, parce qu'on entend des politiques dire des choses contradictoires, et eux, ils arrivent et ils disent encore d'autres choses, effectivement, les gens à la fin, ils disent ou alors ils disent bon, ils ont choisi leur version, hein, bon. Ou alors ils disent non mais moi je comprends plus rien. Et au bout d'un moment, ils lâchent l'affaire. Et effectivement, je pense qu'un des buts, c'est aussi que certains lâchent l'affaire. Ça les arrangerait bien dans un sujet où au final, tout ce qu'il y a à trouver, c'est un peu les atrocités qu'ils font tous les jours. Là, si on reste sur l'Ukraine, en tout cas. Hein. Par exemple, hein, il y a quand même des atrocités chaque nuit, hein, des bombardements sur Mhm. des immeubles civils, des enfants qui meurent, c'est quand même des atrocités. Si ils arrivent à ce que les gens disent, moi je lâche l'affaire, ça me fatigue ce sujet, un coup j'entends que c'est eux qui ont fait ci, un coup j'entends que c'est eux qui ont fait Ouais. ça, ben, ça les arrange que les gens lâchent l'affaire. Parce que, puisque tout ce qu'il y a à trouver là, c'est quand même des belles Non, mais saloperies. c'est surtout que on se désintéresse, on est fatigué, on ne va plus être surpris par l'horreur, on ne va plus chercher l'information. On entendait beaucoup au début, par exemple, parler des génocides commis en Ukraine, donc par exemple avec le massacre de Boutcha. Là, je parle de mémoire, hein. Euh, on était, Ça faisait la une informationnelle pendant des mois, pendant très longtemps. Ça a mobilisé dans cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et finalement, surchargé de toutes ces informations, petit à petit, on a quitté le champ
le champ des médias pour arriver sur les réseaux sociaux et la Russie, je pense, où les États qui pratiquent cette guerre cognitive ont plus de facilité à diffuser de l'information par ce biais. Et d'ailleurs, les chiffres montrent une vraie fracture. 88% des jeunes de 16-24 ans s'informent en ligne, principalement via les réseaux sociaux. Et à l'inverse, les médias traditionnels, qui en théorie servent de filtre, touchent surtout les plus de 55 ans. Mm. Alors, est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre toute une génération qui s'informe uniquement sur des terrains de guerre cognitive? Bien sûr, et moi j'avais noté comme chiffre dans le même genre d'études que les Français passaient en moyenne entre 5 et 15 minutes par jour à s'informer. Ce qui en fait est rien quand moi je vois le temps que je passe et que j'arrive même pas à survoler tous les sujets tellement il se passe de choses, et encore moins les comprendre, parce que comprendre une information met encore plus de temps. 5 à 15 minutes, surtout si on est sur les réseaux et que l'info peut être déformée ou passer très rapidement comme ça, en fait on retient que le titre, quoi. Et si le titre est mal fait, bon, bah, on a une mauvaise info. Et, et effectivement, moi, j'ai peur pour la suite parce que est-ce qu'il y a eu des études d'impact avant de se dire on va vivre dans les sociétés où tout le monde sera comme ça, H24 sur un écran qui n'est pas un téléphone, hein, qui est un ordinateur, hein, on est d'accord, c'est des ordinateurs aujourd'hui. On est collé à un ordinateur, les yeux sur l'écran, Ouais. H24. Et évidemment, les plus vieux ont un peu plus de recul. Mais les jeunes, alors, je ne veux pas critiquer toute la jeunesse, mais j'ai juste peur, en fait, de ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça donne quand on grandit avec ça H24, en passant 10 heures par jour, ou peut-être 6 heures ou 8 heures sur les écrans, à regarder tantôt plein de conneries, et puis quand on regarde l'info, effectivement, il faut voir quelle info, il faut se méfier. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont accros à Telegram, mais les gens ne se méfient pas assez de Telegram ou de TikTok. Ou d'Instagram. Bon, je ne veux pas critiquer tous ceux qui sont sur Instagram, hein, c'est pas ça. C'est que les gens ne se rendent pas toujours compte que faire ça toutes les secondes, c'est déjà pas bon pour le cerveau. Une vidéo comme Bon, ça, ça on déjà, oui, et effectivement. que, que ce format de je consomme vite et puis je regarde à peine qui me balance l'info et puis ah, c'est qui cet influenceur là qui me balance une info. Je sais pas, sur Telegram par exemple, les gens vont sur des forums, ils croient à des trucs, ils savent même pas qui c'est, ou alors enfin, Xavier Moreau, ok, ah super ma source. Euh, j'ai peur effectivement de deux choses, à la fois de ce que va faire le numérique sur nos cerveaux sur le long terme, parce qu'on voit déjà aujourd'hui que c'est flippant, euh, et qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ou 20 ans, franchement ça me fait peur. Et je ne vois pas qu'on prenne des grosses mesures. Là en Australie, ils viennent d'interdire les réseaux sociaux pour les Oui, moins de 16 ans. Je ne trouve pas ça fou, c'est moi. drastique, c'est drastique. Oui, mais je sais qu'il ne faut pas être trop dur, comme on critique la Chine qui interdit ci, qui interdit ça. Évidemment, il y a un juste milieu. Mais je trouve qu'il faut savoir aussi mettre des interdits ou de la modération. L'Internet, Je, c'est un... Pardon. je me permets, je trouve on cherche trop à responsabiliser la personne qui regarde d'une certaine manière, parce que quand on interdit, par exemple, en Australie, au moins de 16 ans, je pense qu'à partir de 14, 15, 16 ans, justement, on est en âge de s'exprimer, de réfléchir, de s'informer. Donc certes, TikTok, Instagram, Facebook, même X, hein, ne sont pas les sources ultimes de l'information, mais il y a aussi des bonnes choses, hein, comme sur YouTube. Je veux dire, trier le bon et le mauvais grain, c'est pas toujours évident, mais est-ce Ouais, que c'est pas une responsabilité qui incombe aux GAFAM, aux plateformes, si, si. de faire ce travail plutôt que de priver une génération complète qui, arrivée à 16 ans, dans un monde aujourd'hui qui est quasiment 100% numérique, ne vont pas se retrouver finalement avec un peu ce handicap à un âge où on forme l'esprit à comprendre C'est et à vrai. s'enrichir. C'est vrai. Je ne sais pas quelle est la bonne mesure. Je disais ça en exemple. Je ne Non, sais non, pas quels mais sont c'est ma réflexion comme Non, ça. non, mais c'est vrai, j'ai dit ça comme ça en Hmm. exemple, sans réfléchir. Est-ce que c'est la bonne mesure? Je ne sais pas quelle est la meilleure mesure. Effectivement, il devrait responsabiliser déjà les plateformes, Google, essayer de trouver des modèles intéressants. Euh, Ce que je veux dire en tout cas, c'est que de toute façon, ils iront. Aujourd'hui, on ne peut Oui, pas interdire. C'est-à-dire que même les pays oui, qui ont fait interdit, on met un VPN, on va sur le darknet, on trouve on contourne. Il y a toujours des failles dans Internet. Le darknet, j'ai entendu un penseur dire un jour, ici on l'appelle darknet parce qu'on voit tout le côté obscur. Bah, dans oui. certains pays, c'est le freenet parce que c'est contourner la censure en fait des États. En Iran, en Chine, en Russie,
contourner avec un VPN. Là, ils interdisent les VPN en ce moment, ils interdisent plein de réseaux. Donc, je ne suis pas pour ça. Je sais que de toute façon, en Australie, ils iront quand même. Mais en tout cas, ce qui fait peur, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact sur le fait que tout le monde soit H24 sur son ordinateur, collé Hmm. comme ça, à pouvoir filmer, balancer sur un réseau, que la fake news n'est pas contrôlée. Il faut se méfier de ce que ça va donner. La deuxième chose, c'est notre rapport au complotisme et aux fake news. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, en France, ailleurs, bon, c'est un autre débat, déjà restons sur la France, pour le moment, quelle fake news est condamnée? Alors, même sur Brigitte Macron, ils ont eu du mal. Ils ont convoqué des gens, bon, ils ont pris quelques exemples, Oui. ils ont mis des peines, mais on ne sait pas gérer le problème, en fait, pour le moment. J'ai presque envie de dire même sur l'affaire Brigitte Macron, mais pas celle pas celle d'hier, hein, mais Ouais, ouais, ouais. celle concernant sa transsexualité en particulier. Oui, les peines peuvent sembler parfois légères. Là, il y a eu, je pense, une manière de faire un exemple sur Mm, ce sujet en particulier. Mais pour moi, ceux qui devraient réellement être condamnés, c'est pas Jean-Michel ou Catherine qui ont relayé l'information ou qui se sont moqués. Pour moi, c'est dans toute la désinformation, dans toute la manipulation, ce sont les gros comptes, les personnes qui vraiment derrière instiguent de manière, je veux dire, mercantile en fait cette histoire. mm, Mais mm, j'en profite pour lire deux commentaires du coup dans le chat. On a Estelle, juriste, mais maman aussi avant tout, qui écrit une première chose serait d'apprendre aux enfants l'esprit critique. mm, Et c'est peut-être ça, enfin, j'ai envie de dire, ça pourrait être la finalité de cette émission, c'est d'éduquer avant toute chose, et d'éduquer dès le plus jeune âge. Et j'ai une autre réflexion aussi. Est-ce qu'on en apprend plus finalement en 30 minutes de 20 heures? Alors ça, c'est encore un autre débat. C'est la confiance qu'on peut placer dans les médias traditionnels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va s'informer sur les réseaux sociaux, mais bon, bah, peut-être nos parents, nos grands-parents, c'est leur média aussi, d'une certaine manière. Donc, on doit s'en soucier tout autant. Et je ne suis pas certain qu'on soit plus désavantagé en regardant le 20 heures pendant 30 minutes qu'en regardant 30 minutes d'Instagram ou de TikTok. Voilà. C'est, c'est mon Non, avis. honnêtement, un JT, c'est déjà bien, c'est très critiquable. On pourrait, moi, en tant que journaliste, je critique tout le temps les JTA, ils ont passé 10 minutes sur ça, 5 minutes. Mais au final, comparé à quelqu'un qui serait mal informé sur un réseau, par exemple, c'est déjà bien en fait. Le JT nous informe déjà de quelques infos. Des fois, il y a des très bons reportages. Des fois, c'est vraiment voilà, un peu critiquable parce qu'ils ont passé 5 minutes sur la pluie, 3 minutes sur une station de ski, Oui. 2 minutes sur ça. Bon, on peut toujours critiquer tout. Bon, mais après, on va ou sur Arte si on veut voir plus d'international, plus sur cette chaîne. Mais si on compare avec quelqu'un qui sait s'informer bien, bon, bah, en 30 minutes, peut-être qu'il aura plus d'infos. Mais quelqu'un qui va mal s'informer, il vaut mieux regarder un JT, c'est vrai. Au moins, on a quelques sources fiables, on a souvent un bon reportage. Après, on peut critiquer les JT. Moi, je suis le premier à critiquer les chaînes télé, mais il y a quand même pire. Même BFM, même bon, CNews, CNews. on va Oui. pas se lancer sur CNews, sinon. Mais je veux dire, Alors, en parlant d'agents d'influence, justement, ouais, ça pouvait faire une bonne transition. tout à fait. On a vu dans plusieurs enquêtes que certains comptes sont très suivis en France et propagent systématiquement des contenus viraux qui sont produits par des réseaux étrangers. Et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un influenceur français, par conviction ou par intérêt, puisse devenir un agent d'influence? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples pour mieux nous repérer? Alors oui, il y en a beaucoup, ça fait un peu Il y a peur. beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup, c'est clair. Ça reflète aussi la France et ça reflète les partis politiques. Si on regarde les tendances politiques en France, le nombre de gens qui ont tenu des propos ambigus, voire complètement craignos sur l'Ukraine ou la Russie ou d'autres sujets, je dirais, moi j'ai un peu peur de notre classe politique parce Hmm. que c'est juste énorme. Hein. Je ne sais pas moi, on peut citer Florian Philippot, on peut citer Asselineau, on peut citer le RN qui a quand même trouvé ses financements, Mariani, je crois qu'il est toujours au RN, qui est parti fêter l'annexion de la Crimée. On peut dire
Mélenchon qui dit que Zelensky n'est plus à sa place, ou ses amis, qu'il devrait partir, Chirikou, pardon, qui dit que, Chikiro, oui. qui dit que, enfin, on a une vidéo où elle fêtait avec un grand drapeau russe derrière sur le jour d'une fête de la Russie, qui est derrière a essayé de dire non, non, c'est pas vrai, mais si, on t'a vu avec un drapeau russe. Le PC qui disait ils veulent envoyer nos enfants à la guerre, alors qu'on parlait juste d'envoyer des troupes pour sécuriser à la fin de la guerre. Eux, ça devenait ils envoient nos enfants à la guerre. Les pires, c'est les LR en ce moment. Alors, eux, carrément, on dirait qu'ils travaillent pour la Russie. Donc, si on regarde tout l'échiquier politique, mais ça fait beaucoup quand même. Et alors, derrière, effectivement, ça, il y a le reflet de ça, c'est des médias. Alors, CNews, je pense qu'ils préfèrent la Russie à la France presque. Enfin, CNews, c'est assez hallucinant. Ils ont carrément embauché une ancienne de Russia Today. Je ne vais pas écorcher son nom, mais bon, alors elle assume complètement. Hein. Elle est là pour défendre Poutine du soir au matin, etc. et propager des mensonges. Mais on aura aussi évidemment donc Europe 1, Valeurs Actuelles, Frontières, qui a fait un boom comme ça, qui était un tout petit média, qui a eu des financements, je ne sais pas de ces où, ils ont monté des studios, et tout d'un coup, ils ont même un magazine. Alors là, bon, on a des médias qui poussent comme ça. Même Ségolène Royal, on l'a entendu dire des propos très bizarres sur l'Ukraine et sur la Russie. C'est-à-dire que si on regarde tout le panorama, et des influenceurs, oui, bah, j'ai fait une liste, hein, mais bah, Alain Soral, il adore la Russie, il est reçu en grande pompe, ça ne m'étonne pas, hein, parce qu'au final, ils disent combattre les nazis, mais en fait, ceux qui se rapprochent des fois un peu des pensées un peu nazies, ou qui accueillent des gens très antisémites, c'est quand même plus la Russie, là. Francis Lalanne, on l'a vu faire son show. Je ne sais pas si c'est parce qu'il voulait réexister un peu ou si vraiment il est fan de Poutine, mais en tout cas, il assume complètement son job. On voit des gens comme Idriss Aberkan, que j'ai cité tout à l'heure, qui lui fait énormément de vues et il balance plus de fake news que de vérité. Hein, et il est complètement quand même avec un tropisme pro-russe. On avait Adrien Bocquet qui a réussi son coup quand même. Il a été même jusqu'à être cité à l'ONU par les Russes en tant que oui, oui, on a un Français qui a tout vu à Boutcha, c'était de la mise en scène et tout ça. Sarkozy qui a clairement défendu la Russie en disant ils ont raison, la Crimée c'est à eux, etc. Des choses comme ça. Dupont-Aignan, Luc Ferry. La liste, elle est très très longue. Sud Radio, Zoé Sagan, dont on parlait tout à l'heure, enfin, en tout cas sur l'affaire Brigitte Macron, c'est aussi des réseaux, même Juan Branco, etc. Tous ces publics, si on les additionne, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, ça reflète une France qui, en fait, se dit est-ce que c'est finalement la Crimée, elle n'est pas russe? Est-ce que Poutine, il n'est pas. Moi, j'entends des gens dire Poutine, il est plus charismatique que Macron, lui, au moins, c'est un bonhomme et tout. On a des gens, en fait, qui ont cette espèce de fascination pour l'homme fort, qui ne croient pas aux médias ni aux politiques. Donc, si on leur dit que l'Ukraine s'est fait agresser, c'est que ça doit être faux. En fait, je ne sais pas trop comment ils pensent, mais on en a. En fait, c'est quand même une grande partie de la France poussée par des politiques, poussée par des médias, des influenceurs. Et si on regarde la liste, là, je n'ai pas cité tout, en fait, j'en ai encore d'autres, mais ça fait beaucoup quand même. Et ça fait beaucoup. Et ce qui fait peur, c'est quand on voit l'impopularité de Macron et à côté qui peut prendre la place. Et qu'on se dit, mais au final, il y a quand même beaucoup de risques qu'on ait demain quelqu'un qui préfère au final la Russie peut-être aux États-Unis ou bon, qui va y sortir même de l'Europe. On est quand même dans une situation un peu risquée, je trouve. Alors, je vois qu'on a enflammé certaines personnes dans le chat en citant des noms. Alors, bien évidemment, Pascal a fait ses analyses. Il est libre de nous livrer son sentiment sur le sujet qui nous concerne ce soir. Je lis, par exemple, qu'on critique Idriss Aberkan. Alors, moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Je connais deux noms. Voilà, mais je ne le suis pas, donc j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Mais si Pascal en parle ce soir, c'est qu'il a pu relever certaines informations qui laisseraient à penser qu'il pourrait faire partie de certains relais. Maintenant, je vous laisse tous fact-checker si vous voulez, allez voir. Pascal, peut-être après, si tu veux en parler plus en détail, mais bon, je suis pas sûr que ce soit le sujet ce soir, dans la mesure où l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'il existe des relais d'influence
sur les réseaux sociaux et qui ont des intérêts très divergents. Et c'est ma question finalement. Ah oui, on a Estelle qui nous dit Idriss a été débunké un paquet de fois. Bon, je m'intéresserai au sujet à l'occasion, je n'hésiterai pas, et s'il veut venir sur la chaîne, pourquoi pas, avec grand plaisir. Hein. Tous les avis sont bons à prendre également. Mais en revanche, moi, la question qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir c'est quoi l'intérêt derrière. C'est-à-dire que derrière, potentiellement, ces comptes qui vont relayer des informations qui seraient pro-russes ou qui jouent le jeu de la guerre cognitive. Pourquoi? Je veux dire, est-ce que c'est des motifs financiers? Est-ce que c'est des motifs politiques purement? Ou est-ce que c'est pour exister sur la scène médiatique dans ce cas-là? Bah, on a un peu de tout. On a Ah plusieurs oui? cas de figure. Ah, c'est tous les piliers de la compromission, là. Ouais, on a un peu tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, par conviction, n'ont jamais aimé les États-Unis, l'OTAN, et donc par contre-coup vont peut-être aimer la Russie, par exemple. Vont se dire oui, bah moi, on n'arrête pas de me dire que les États-Unis, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Du coup, ou même juste, ils ont une passion pour la Russie. Il y en a peut-être, voilà, juste par conviction. Il y en a, ils sont ni pro-russes, ni pro. Ils sont juste méfiants de tout ce qu'on leur dit. Donc, si on leur dit une version, bah, ils vont partir sur le contraire. Donc, quelqu'un vient et leur dit le contraire de ce que tout ce qui est officiel leur dit. Ils vont croire que c'est le contraire, par systématisme. C'est-à-dire, voilà, les politiques et les grands médias me disent une chose, c'est que ça doit être faux. Il y en a, ils sont comme ça. Hein. On les a vus au moment du Covid, il y a eu une explosion de ça. C'est-à-dire, les gens, il y en a même qui doutaient de la pandémie elle-même. Est-ce qu'il y avait un virus? Ils n'y croyaient pas. Après, ils ont douté du vaccin, et après, ils doutaient de toutes les études. Bon, et c'est comme ça, certains, sur tous les sujets. Il y en a qui sont réellement, j'imagine, payés, et on n'a pas les preuves forcément, et c'est dur à prouver. Et puis, il y en a, c'est par conviction, et puis il y en a d'autres, c'est un business. Par exemple, je suspecte certains qui balancent des fake news tous les jours de savoir que ça va provoquer énormément de clics, et ils n'ont même pas forcément ces convictions, mais c'est un pur business. Et ce qui Oui, peut alors, rapporter 10 000 euros par mois, hein, clairement. il joue sur la monétisation des réseaux, que ça soit X ou YouTube, par exemple. Mm. Euh, et ça, peut-être même qu'ils n'ont pas de conviction ou de colonne vertébrale idéologique de recul nécessaire pour apprécier les situations. C'est peut-être ça qui est dommage, parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, je préfère encore débattre avec un pro-russe pur et dur qui Mm. ne relaie pas des éléments de propagande et qu'on s'affronte sur le terrain des faits, à la Mm. limite, Mm. bien que c'est pas la thématique de l'émission, je suis pas spécialiste en géopolitique, hein. En revanche, non, mais c'est vrai. Enfin, moi, j'aime bien débattre avec des gens qui connaissent leur sujet. Je veux dire, tout le monde est expert aujourd'hui. Ça devient compliqué. Ça participe à cette guerre cognitive. Le fait que tout le monde puisse s'exprimer sur tout, même si c'est très bien, il y a des gens dont l'expérience, aussi bien sur le terrain que l'expérience intellectuelle, permet de trancher parfois dans le vif. Et les journalistes participent aussi à ça dans leur observation Mm. sur les théâtres de guerre en l'occurrence. Donc, à un moment donné, si on peut plus faire confiance à personne, ne faisons confiance à rien. Et dans ce cas-là, laissons-nous submerger par ces opérations de déstabilisation que représente la guerre cognitive aujourd'hui. Bon, ceci étant dit, euh, est-ce qu'il existe aujourd'hui finalement des méthodes simples pour identifier qu'un compte est peut-être manipulé, coordonné, ou qu'il est artificiel? Est-ce que aujourd'hui, on peut facilement, en scrollant sur un compte, se dire, OK, bon, très bien, là, il propage une fausse information, ou c'est quelqu'un qui cherche à m'atteindre directement avec un discours qui pourrait me cibler d'un point de vue purement psychologique? Quand c'est une image ou une vidéo, il y a des outils pour assez vite voir si elle est vraie, fausse, retouchée, etc. Alors, je commence par ça parce que c'est plus rapide. Voilà. Ouais. L'image, on nous dit ça vient de tomber. On vérifie en quelques clics, on se rend compte qu'elle a 10 ans l'image, ou qu'elle a été prise dans notre pays. Bon, on sait que c'est un mensonge tout de suite. Il y a des outils un peu plus techniques pour ceux qui veulent, pour voir si elle a été retouchée. On appelle ça le forensic, par exemple. Donc, Mhm. quelqu'un tape image forensic au ZINT, bon, il trouvera des outils en tout genre pour le faire. Une vidéo, pareil, on peut voir où elle a été postée en premier, comme on disait tout à l'heure. Il y a plusieurs outils. Il y a InVid en extension, si quelqu'un veut installer ça. Il y a plusieurs outils dans InVid qui permettent de voir, par exemple, d'où vient la vidéo, où elle a été postée en premier. Il y a des outils, je les ai listés dans la dernière vidéo qu'on avait fait là sur le ZINT, pour vérifier si vous tapez détecteur vidéo IA, et ça va vous sortir plusieurs outils, il y en a gratuits, plusieurs, pour voir si une vidéo a été retouchée par l'IA. Bon, ça, c'est des trucs simples. Après,
pour voir si un discours est faux. Bon, déjà, il y a aussi les détecteurs de bots pour voir si un compte Ok. est un bot. Ça demande juste de faire quelques copier-coller, d'ouvrir 3 pages et on peut voir bon, si une page est un bot. Maintenant, on peut aussi voir l'origine, le pays. Donc, quelqu'un qui vous dit je suis en France et qui finalement est de l'autre côté de la planète, ça n'inspire pas toujours confiance. On peut se dire que c'est un facteur de méfiance. Et ensuite, je dirais qu'il faut recouper. C'est-à-dire que même quelqu'un, par exemple, qui est journaliste, il a une info. Comment il sait si elle est bien? J'ai tendance à dire que si 5-6 médias que je considère sérieux disent quelque chose qui va dans le même sens, plus un expert que j'aime bien, que je trouve sérieux, plus voilà, et que le seul qui dit autre chose, bah, c'est quelqu'un qui est plutôt considéré pas sérieux, etc. Je vais avoir une espèce de vision. Alors c'est vrai que ça prend un peu de temps, hein, mais bon, là on parle de quand on a le temps. Je vais avoir une vision, je sais pas. Après, il ne faut pas croire que tout le monde est acheté, vendu pour raconter la même histoire. Quoi. Si Guardian, Reuters, plus Newsweek, plus, je ne sais pas moi, Bellingcat, plus d'autres. Si tout le monde va dans un sens sur une version, je sais pas, je prends Butcha. Butcha, on a des preuves, on a des choses étayées, on a des enquêtes vraiment détaillées, point par point, des témoignages, on a plein de choses. De l'autre côté, on a des gens qui disent non, tout ça c'était mis en scène. Mais si vous regardez qui dit que c'était mis en scène, et si vous regardez tout un panel de journalistes sérieux qui disent que c'était réel, qu'on a des preuves, on a des témoignages, on a des photos, on a tout, bah, par déduction, la méthode de recoupement, quand même, normalement, permet de savoir qui dit vrai. Mais des fois, c'est dur, on est d'accord, pour certaines informations, certains comptes, pour savoir s'ils sont sérieux, pas sérieux, il faudra vous faire votre avis en écoutant la personne, des plusieurs fois, sur plusieurs sujets. Et à la fin, vous allez vous dire lui, il est bizarre, il est tout seul à dire cette chose, il n'y a jamais personne qui dit la même chose que lui, il invente des infos, ou quoi, d'où il les sort, pourquoi personne ne les reprend, ces infos. Dites-vous déjà quand une info est pertinente et qu'elle est importante, les autres vont la reprendre. Si quelqu'un est tout seul à la dire, qu'il a trouvé un espèce de scoop géant, mais d'autres vont vérifier et vont reprendre l'info, ou alors vont fact-checker, mais il ne sera pas tout seul à avoir une info géniale que personne n'aura repris, c'est pas logique. Non. Les journalistes, quand il y a une vraie info importante, ils vont être plusieurs à bosser dessus, plusieurs qui sont de bords différents, de pays différents. Donc ça, c'est quand même des signaux d'analyse et on arrive à la fin à savoir qui dit vrai quand même, normalement. En théorie, parce que si la guerre cognitive fonctionne bien, on est censé finalement Oui. ne plus démêler le vrai du faux. Et c'est un peu ce que je constate ce soir dans le chat. J'apprécie tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui je discute tous les jours et encore plus sur le Discord de la chaîne. Et on va tous avoir des opinions très différentes là-dedans. Qui est complotiste, qui ne l'est pas? Est-ce que le fact-checking c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce qu'on peut croire tel média ou pas tel média? J'ai envie de vous dire, comme disait Estelle tout à l'heure, l'esprit critique aussi. Ne pas forcément suivre la masse ou le plus grand nombre. Ne pas forcément se réfugier derrière la facilité de l'information qui nous est servie sur un plateau. Les médias traditionnels font des erreurs, ça a été prouvé. Ils vont relier des informations et plus tard, elles sont débunkées comme étant fausses ou parfois des outils de manipulation et de désinformation. Ça arrive même aux meilleurs, même aux journalistes qui font ce travail. Les médias alternatifs aussi, parfois les médias indépendants sont aussi une source. Moi, je sais que quand je travaille sur la chaîne, par exemple, quand je travaille sur un script, quand je travaille sur un live, je vérifie plusieurs fois ce que je vais dire, ce que je vais écrire, parce que c'est hyper important. On peut être pris au premier mot, on peut être pris au pied de la lettre, et c'est comme ça que les informations se propagent. Bon, je suis pas suffisamment porté pour balancer autant d'informations que la Russie, mais je pense que vous aussi, vous le voyez, Pascal, tous les jours sur X, c'est hyper compliqué. On fait attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on dit, parce que on ne veut pas tomber dans ce risque aujourd'hui de participer à cette grande pagaille de la désinformation quotidienne. Je peux rajouter une chose, du coup. Vous m'avez fait penser en disant ça. Parce que là, j'ai étiqueté des gens tout à l'heure. Ensuite, j'ai dit attention, il ne faut pas croire à tout ça. Les complots existent, mais les complots doivent être bien documentés. J'ai fait un livre sur des secrets d'État français où il y a des sortes de complots, puisque effectivement, la loi sur le secret permet de cacher des informations. Il y a des procès en ce moment en lien avec des affaires de mon livre. Lafarge?
on a l'affaire Lafarge, on a l'affaire Oui, du Ménil et le magot de la oui, DGSE. On a des affaires qui sont non élucidées et les complots existent. Les États ont des secrets, des fois justifiés, des fois non justifiés. Je ne suis pas en train de vous dire attention, les journalistes ont la vérité, les complotistes ont toujours tort. Il y a des complots. Ce qu'il ne faut pas, c'est croire des gens qui ne vous démontrent pas par des choses sérieuses et documentées ce qu'ils vous disent. C'est ça en fait. Mais, mais il y a des complots sur la planète. Il faut juste bien les documenter. Et il n'y a pas un camp qui dit tout le temps la vérité, un camp qui ment tout le temps. Quand j'ai étiqueté des gens, c'est des gens qui des fois pouvaient dire des choses vraies, mais qui avaient un tropisme qui leur ont fait dire des choses aussi fausses. Et que des fois, j'étais surpris. Tiens, cette personne dit ça sur la Russie, etc. Mais c'est pas blanc ou noir, tout est gris. Et je ne vous dis pas que les journalistes ont toute la vérité, que les complotistes sont toujours mauvais. Je dis, il y a des complots, mais il faut essayer d'avoir effectivement l'esprit critique. Et même un complot, ça se documente. Voilà, en gros. tout à fait. Et quelque chose dont je parle encore très peu sur la chaîne, mais qui me nourrit au quotidien, c'est l'OSINT. L'OSINT, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la recherche en source ouverte, la capacité à utiliser des outils pour trouver des informations sur le clear web, tout simplement. C'est un outil utilisé par les journalistes, par les chercheurs, par les services de renseignement aussi, les enquêteurs de police. Vraiment, c'est quelque chose d'important dans son quotidien qu'il faut commencer à intégrer, cette capacité. Je sais que Pascal le fait aussi dans son travail, donc il faut pas hésiter aussi à, voilà, peut-être à avoir quelques bases au quotidien qui vous permettent de ne pas comment dire, vous contenter de ce que vous voyez. En tout cas, tout ce qu'on a pu constater ce soir, Pascal, c'est qu'il y a une polarisation du débat. Il y a des pour, il y a des contre, mais on peut constater, et j'espère que vous me le direz dans le chat, qu'il y a effectivement des opérations de désinformation, de manipulation. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. La guerre cognitive, c'est documenté, c'est réel. La Russie en parle elle-même, d'autres États en parlent également, parce que c'est une guerre à moindre coût, c'est une guerre facile et qui peut prendre appui également sur des relais dans le pays ciblé, en l'occurrence par exemple en France. Donc voilà, on n'est pas sur une invention, hein, attention. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans quelques instants. Bah, d'ailleurs, on va le faire tout de suite, je pense. Si Cédar, tu peux nous proposer quelques questions qui ont été posées dans le chat ce soir pour que Pascal puisse y répondre. Si tu peux lancer la première. Euh, Oula, alors, en fait, monsieur l'invité, donc Pascal Jouari, fait de la propagande. Point d'interrogation. Il est possible d'être objectif sans être pro-russe ni OTAN. Si la Russie est en propagande de guerre, l'Europe est-elle dans la vérité? Ah oui. Bonne question. Je vous laisse la balle. Non, c'est une bonne question. Il faut se poser des questions, c'est bien. C'est pas parce qu'un camp ment beaucoup que l'autre ne ment jamais. Je ne dis pas que l'Europe ou la France ou l'OTAN sont parfaits, loin de là. D'ailleurs, si vous regardez le sujet de mon principal bouquin, ma grosse enquête où j'ai mis 4 ans, je dénonce des choses en France. Donc, vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui a à dire la France c'est parfait, la Russie c'est le grand méchant. En ce moment, la Russie fait du mal. Donc, ça me tient à cœur de dénoncer ce qu'ils font. Mais tous les pays peuvent faire des choses mauvaises et tous les pays peuvent mentir. Maintenant, il y a quand même des différences à faire, même si, par exemple, nos politiques peuvent mentir et ont beaucoup menti, et aux États-Unis aussi, et ailleurs aussi. C'est un peu l'être humain, on va dire. Hein. Donc, on n'a pas trouvé de système parfait. Même les démocraties sont faillibles, etc. Donc, mais il y a quand même une différence entre les dictatures et les démocraties. Malgré le brouillage en ce moment entre les deux, il faut quand même faire la différence. Il y a des pays, en Russie, si vous dites guerre, vous allez en prison. Oui. Si vous faites une fake news sur l'armée, vous risquez combien à votre avis? 15 ans de prison. 15 ans. Est-ce qu'en France, vous avez le droit de critiquer votre armée? Oui. Est-ce que vous avez le droit de dire ça j'aime pas, ils ont mal fait ci, ils ont mal fait ça, j'aime pas la guerre en Libye, j'aime pas mon président, Sarkozy c'est ci, Macron c'est ça? Oui, vous avez le droit.
Est-ce qu'en Iran, on va en prison parce qu'on met mal un foulard ou parce qu'on a dansé dans la rue? Oui. Mmh. Heu, il faut donc faire la différence entre quand même si, c'est pas blanc ou noir et une démocratie est loin d'être parfaite, on le voit en ce moment aux États-Unis, c'est loin d'être parfait. Je me demande si c'est même encore une démocratie en ce moment. Donc c'est pas parce que, c'est pas parfait qu'il faut pas faire la différence. L'Union européenne reste un continent, malgré ses défauts, où il y a une liberté de parler, de critiquer, de monter une entreprise, de monter un parti politique. Pourquoi tout à l'heure je disais que personne n'était sanctionné, même quelqu'un qui dit toutes les fake news qu'il veut? Parce Mmh que mh. la liberté se retourne un peu contre nous. Elle est très bien cette liberté, mais on est tellement libre qu'on peut raconter n'importe quoi et ça pourrait même se retourner un peu contre nous. Moi, je me balade à la Fnac, je vois des livres pleins de mensonges qui sont mis en tête de gondole et je vais voir la personne et je lui dis: «Mais comment ça se fait?» «Ben, il en faut pour tout le monde, liberté d'expression». Vous voyez, donc il faut quand même faire la différence. C'est pas parce que l'Union européenne n'est pas parfaite qu'elle n'a pas quelques avantages. Vous irez pas en prison, une femme pour un foulard mal mis, ni parce qu'elle danse dans la rue. Et c'est pas parce que vous dites une critique sur l'armée que vous irez en prison. On a de la liberté. C'est pas comme ça partout. Non, mais c'est cette liberté qu'il faut préserver. Sur cette chaîne, on dénonce régulièrement cette avancée vers plus de contrôle, vers plus de contrôle, pardon, de l'espace numérique, de l'espace Mmh. public, dans la parole, dans cette numérisation constante de nos comportements. Donc, on y veille, voilà. On fait attention à ce que cette liberté de pouvoir parler soit préservée, mais comme vous dites, parce qu'elle a ses pendants, elle a aussi ses travers, elle pose aussi ses difficultés au quotidien dans sa largesse Mmh. de fonctionnement. Je propose qu'on prenne une autre question, Cédar. Alors, Cédar, tu affiches ta propre question. Très bien. C'est Mmh. c'est de l'auto-question. Alors, en parlant de liberté d'expression, y a-t-il de plus en plus une adhésion à cette notion version USA? Est-ce qu'en France, on devient comme aux USA, au niveau de la notion de liberté d'expression? Hem, Bonne question, complexe. En fait, déjà définir ce qu'est la liberté d'expression aux États-Unis devient pas facile en ce moment, puisque avant on pouvait tout dire, mais en ce moment on peut plus tout dire. En ce moment, des gens perdent leur travail parce qu'ils ont osé critiquer, Charlie Kirk, c'est ça? Charlie Kirk? Je sais plus Charlie c'est Kirk, ouais. Mmh. Heu, ils ont perdu leur travail. En ce Oui. moment, on nous dit que si on a dit du mal, de Trump, je sais pas, moi par exemple, je peux peut-être plus voyager aux États-Unis parce que j'ai dénoncé Trump sur pas mal d'aspects, notamment des conflits d'intérêts comme jamais aucun président n'avait fait de l'argent sur son statut de président et enrichi toute sa famille et bien d'autres choses. Heu, Peut-être que j'ai plus le droit de voyager aux États-Unis, ça ne s'est jamais vu. Donc la question est intéressante parce qu'elle lance plein de sujets. Avant, la liberté d'expression aux États-Unis, c'était on peut tout dire, même le pire, laissez-le parler. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Et en France, ça pose un autre problème. À la fois, certaines choses, je reprochais qu'on puisse dire trop de choses, par exemple trop de fake news. Je trouvais qu'on devait, je sais pas, faire attention quand même à l'influence que ça va avoir. Et à la fois, certains trouvent qu'on ne peut pas parler. Mais qui trouve qu'on ne peut pas parler? Parce que j'entends dire ça, mais qu'est-ce qu'on peut pas dire en France finalement? Il n'y a pas tant de choses qu'on peut pas dire et souvent ceux qui disent ça, bah, au final, on n'a pas le droit à l'incitation à la haine, on n'a pas le droit à l'incitation au terrorisme, on n'a pas le droit à certains négationnismes, à changer l'histoire, à raconter, n'importe quoi, surtout si on est, je sais pas moi, professeur ou si on est, animateur, télé ou je sais pas quoi. Mais on a quand même une liberté quasi totale. Et effectivement, tant que c'est pas des chants nazis, etc., on dit un peu tout ce qu'on veut. Et par contre, juste en une minute, le problème de la surveillance numérique a un point commun avec la liberté d'expression en ligne. C'est-à-dire qu'il est très compliqué de trouver un équilibre entre on va essayer d'arrêter, par exemple, les pédophiles, les criminels, les tueurs, les marchands de drogue, les terroristes et tout, de surveiller, par exemple, Internet, les discussions, etc., sans surveiller les autres. Et l'équilibre sur la liberté d'expression, il est très dur à trouver aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on veut interdire certaines choses sans empiéter sur la liberté d'expression? C'est des sujets hyper complexes.
parce qu'au final, où on laisse tout dire et il y a des dérives, où on commence à empiéter sur la liberté et c'est compliqué. Et la surveillance, c'est pareil. Où on surveille personne et il y a plein de choses qui se passent. Il y a des fous, hein, il y en a quand même, il y a des fous. Hein. On a eu beaucoup d'attentats en France. Et quand on commence à surveiller les gens, eh ben, ça empiète sur les autres. Donc on commence à empiéter sur la liberté de tout le monde. Et c'est des sujets pas faciles. Et je crois que vous êtes bien placé pour en parler parce que Oui, vous avez travaillé là-dedans. C'est pas facile. non, effectivement. Euh, on a un commentaire toujours d'Estelle, qui a des commentaires pertinents ce soir, mais comme à son habitude, qui nous dit que beaucoup de suppressions de contenu non illégaux, en fait, hein, sur les réseaux sociaux, sont sur demande de l'administration quand même. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a pu constater, c'est l'ingérence aujourd'hui de l'administration, du gouvernement, du pouvoir politique sur des comptes de réseaux sociaux. Donc, je pense qu'en fait, finalement, la France, parfois, cherche à pallier ce manque de régulation et de modération qu'on peut constater sur les plateformes. Mais ce qui est aussi compliqué, c'est de voir aux USA, enfin, plus particulièrement sur X, cette volonté d'afficher une liberté d'expression décomplexée, de pouvoir tout dire, de pouvoir avoir toute liberté d'opinion, mais en même temps, quand on regarde ce qui se passe effectivement aux États-Unis, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire, et on ne peut pas avoir toutes les opinions. C'est ça, c'est un double discours un peu, alors soit volontaire, soit totalement schizophrénique. Hein. Mais quand on voit aujourd'hui Elon Musk, par exemple, venir critiquer de manière très ouverte l'Union européenne sur le front de la plateforme qu'il dirige, on se rend compte que on touche au cœur du problème. Où se trouvent les bonnes limites? Cédar, je te propose une troisième question du coup, et d'un abonné de la chaîne. Question de Gabriel. Est-ce que vous pensez que des hommes politiques vivent de la désinformation? Ah. Ah, la question est finie. Oui, pardon. Est-ce que des hommes politiques vivent de la désinformation? Peut-être pas à plein temps, mais Pas que de la désinformation, mais si on prend Philippot, quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est quand même un cas d'étude. Hein. Parce que il a commencé pendant le Covid, c'était pas juste de la critique ou de la méfiance, parce qu'on a le droit hein, de dire j'ai peur, je veux savoir comment ce vaccin a été fait, je veux pas qu'on nous dise quoi faire, que je remplisse un mot pour sortir de chez moi. On a le droit de critiquer tout en bien fait, hein, sûr. et c'est pas le problème. Le problème, c'est que lui, il est systématiquement pour moi, c'est un complotiste qui effectivement a un parti politique complotiste qui dit n'importe quoi souvent. Et je me demande si il fait partie de ces gens où je suis intrigué. Est-ce que il le fait par conviction? Dans ce cas-là, c'est particulier. Est-ce que il a un but de casser la cohésion sociale? Est-ce qu'il est payé? Est-ce que c'est vraiment un programme politique? Il y a des gens, on se demande, et puis des fois, il y a des gens, ils nous disent quelque chose de tellement énorme, on se dit, non mais là, il fait une fake news. Mais en fait, la personne, il croit vraiment, quoi. Ah oui, 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 Et, vraiment, oui. il y a des gens qui croient réellement qu'on n'est pas allé sur la Lune, qui croient que la Terre est plate. Il y a des gens qui croient vraiment. Donc à partir de ce moment-là, on a aussi des hommes politiques comme ça, parce qu'on est tellement ouvert, quelque part, même si, voilà, on peut critiquer d'autres choses, mais qu'on permet même des hommes politiques complètement hallucinants, quoi. Et, et donc, Asselineau aussi, des fois, il dérape pas mal. Hein. Maintenant, est-ce qu'ils en font un business? J'arrive pas à savoir s'ils y croient ou si c'est leur fonds de commerce. Mais effectivement, certains mentent Je pense beaucoup. qu'il y a un mélange. Hein. Il y a un mélange. Ouais, Alors ouais. surtout Philippot, en particulier, c'en est devenu presque caricatural malheureusement. Mm, mm, C'est-à-dire que à l'époque où encore il exprimait ses opinions, voilà, bon bah effectivement d'extrême droite, quand il était encore sortir du parti politique, enfin du Rassemblement national, on pouvait encore voir de l'expression politique qui visait à tacler l'opposition, quitte à glisser de la fake news dedans. Il n'y avait pas de souci. Par contre, aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où c'est devenu, je pense, c'est même pas un fonds de commerce parce que je suis pas sûr que ça rapporte tant que ça. On est sur du clic de l'attention, on est sur voilà, littéralement créer c'est du rage bait, hein, c'est créer de l'attention autour de publications. Et puis, malheureusement, ça fédère, ça génère encore plus de désinformation. C'est un peu compliqué.
Je lis Philippot, c'est un agent russe. Bon, je n'irai pas jusqu'à l'affirmer, hein, je ne veux pas avoir C'est pas impossible, de, on ne sait jamais, de hein. problème, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, il participe aussi à cette guerre cognitive, hein, ça, à mon sens. Mm. En tout cas. Ouais. On prend une autre question. Cédar nous disait qu'il y avait pas mal de questions. On va essayer Mm. d'en prendre quelques-unes, si Pascal, vous avez encore un peu de temps avec nous ce Ouais, soir. pas de problème. Euh, Ce que vous appelez des mensonges ne sont-ils pas juste des perspectives différentes? Oui, c'est tout le débat philosophique autour de la vérité. Des fois oui, des fois non. C'est-à-dire que sur un sujet, on peut avoir plusieurs perspectives, d'accord? Mais sur un autre sujet, par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire: «L'Ukraine n'a pas été envahie». Est-ce que c'est une opinion? C'est pas une opinion. C'est, ou un mensonge ou quelqu'un qui ignore. C'est-à-dire ou il ment sciemment ou il ignore complètement ce qui s'est passé. Mais personne ne peut dire, «L'Ukraine n'a pas été envahie par la Russie». Donc, il y a d'autres sujets, par contre, alors je ne vais pas prendre la Lune, mais je ne sais pas, moi, je m'intéresse en ce moment à une vieille affaire, le MH370, d'accord? Oui, Donc, le MH370, on n'a pas le fin mot. Alors, pour ceux, oui, pardon, pour ceux qui n'ont plus l'affaire en tête, parce qu'on oui, n'est pas tous oui. à passer son C'est, temps libre sur des affaires comme ça. Donc, c'est cet avion qui partait de la Malaisie vers la Chine avec plus de 200 personnes à bord et qui a disparu. Et on n'a jamais su ce qui s'est passé. On a des théories. Bah, là, si vous me défendez une théorie et j'en défends une autre, on aura le droit tous les deux, vu qu'on ne sait pas au final ce qui s'est passé. Donc là, ce sera des opinions. Sur la politique française, si vous me dites, moi je défends sur tel sujet plutôt ça, bah, je vais vous dire moi plutôt ça. Bah, on a le droit, chacun son point de vue, c'est une opinion politique et c'est ça la démocratie. Le but n'est pas qu'il y ait une pensée unique. On a le droit d'être à gauche, on a le droit d'être à droite, on a le droit d'être au centre. Donc oui, on a le droit de ne pas défendre l'Ukraine. Et oui, on a le droit de trouver qu'on ne devrait pas les soutenir. On a le droit. Maintenant, on a aussi le droit, quand on croise quelqu'un dans la rue qui se fait agresser, de ne rien faire, ni intervenir, ni appeler la police. On a le droit de rentrer chez soi et de manger des pop-corn. Mais défendre un pays agressé, on ne peut pas dire que c'est mal quand même. Après, on n'est pas obligé. Mais il y a des sujets où il est plus facile d'avoir des avis différents que sur d'autres. Si quelqu'un me dit en économie, moi je suis pour la réforme des retraites, moi je suis contre parce que je ferais différemment le financement. Alors là, le débat, il est sans fin, tous les avis sont permis. Mais il y a d'autres sujets, je ne sais pas, je vous prends un cas caricatural, d'accord? On a eu des attentats en France qui nous ont tous touchés. Est-ce que quelqu'un a le droit d'être pour? C'est quand même difficile, d'accord? Donc il y a des sujets où il n'y a pas de pour et de contre, on est tous du même côté, plus ou moins. Celui qui est oui, pour, où la perspective est unique, en celui qui l'occurrence. est pour, on passe un petit coup de fil, quoi. On se demande là C'est si, un, voilà. oui. Donc j'ai fait exprès de prendre cet exemple, c'est pour dire, il y a des sujets où c'est blanc ou noir, il y en a d'autres où c'est gris, et on va discuter, et tous les avis sont possibles. Maintenant, est-ce que c'est des mensonges ou des échanges de points de vue? C'était ça. Dans les gens que j'ai cités, c'est beaucoup de gens qui ont dit, par exemple, ou la Crimée est russe, ou, on nous a tous manipulés pendant le Covid, ou la Russie c'est le gentil et c'est l'OTAN le méchant. Bah, s'ils me parlent d'une autre affaire, peut-être, mais dans cette affaire, pourquoi l'OTAN serait le méchant? C'est pas l'OTAN qui a envahi l'Ukraine ni la Russie. Donc, il y a des choses qui sont factuelles quand même, où on peut avoir son avis. Mais si on raconte l'inverse de ce qui s'est passé, on est quand même dans le mensonge. Alors, Et excusez-moi Pascal, il y a des choses ouais, qui sont factuelles, des éléments qui sont vérifiés, preuves photos, vidéos, rapports, experts. Voilà, il y a pas, là, c'est même plus une question de perspective, c'est une question de fait. En revanche, l'opinion, le sentiment sur une information, c'est quelque chose qui peut revêtir plusieurs dimensions, plusieurs vues. Effectivement, si on se place du point de vue de la population russe, ils vont avoir une autre perspective. Ils vont avoir le sentiment d'être dans le camp du bien, ou du moins que peut-être que la propagande étatique voilà, fait bien son effet, mais de leur point de vue informationnel, ils vont être intimement convaincus que ce qui se passe est réel et étayé dans les faits et d'être du bon côté de l'histoire. Donc, la question, c'est même plus de savoir si on doit avoir une autre perspective. La question, c'est de savoir d'où on regarde exactement ce qu'on veut nous montrer. Et c'est pas forcément aussi évident que ça. C'est pas toujours facile.
bien au contraire. Donc je peux comprendre que vous ayez tous dans le chat des opinions très différentes sur ce qu'est la vérité ou ce qu'est une perspective. Tout à chacun la sienne, et on ne va pas dire ce soir qu'une est meilleure que l'autre, mais par contre, ce que rappelle Pascal, c'est qu'il y a des faits, il y a des choses qui sont vérifiables, et ça, on ne peut pas aller à l'encontre du réel. Malheureusement, enfin, du moins, c'est pas souhaitable. Voilà. Je me permettais de faire cet aparté, Pascal. Mm. On se prend une autre question, Seda? On a un modo l'affût. Je vais rien dire. Alors, y a-t-il une crise des relais d'opinion identifiés par Bourdieu? Une crise des relais d'opinion. Bourdieu, il avait critiqué les médias. Moi, je suis très critique aussi des médias. En fait, on peut toujours critiquer tout et c'est sans fin. La démocratie, les médias, la France, la Russie, les États-Unis. La critique, elle est bonne à la base. La critique, ça veut dire observer, réfléchir, se demander si ça pourrait pas être mieux. À la base, c'est bien. Euh, Effectivement, hein, moi, quand Macron a partagé récemment un discours sur il faut réguler les réseaux sociaux parce que c'est une menace, Il faut j'ai partagé. labelliser. Hmm. Ouais, alors c'était avant qu'ils disent ça, je crois. C'était sur les réseaux sociaux, c'était pas sur les médias. Euh, mais effectivement, du coup, je vais enchaîner sur le label aussi. Mais du coup, j'ai partagé sa vidéo en disant et ça passe par repenser l'état des médias. Parce qu'en fait, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, je trouve, dans les chaînes d'infos. On pourrait faire beaucoup mieux. On parle de former l'esprit critique. L'esprit critique, il va se former où? Chez les gens, c'est dur à contrôler. Voilà, donc à l'école, là, on peut faire du boulot et ça a commencé. On a fait un peu, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et la télévision et Internet. Donc, la télévision, si on n'essaye pas de faire des chaînes d'infos plus nuancées, subtiles, et pas chercher le clash tout le temps, pas inviter des gens qui vont dire n'importe quoi, si on essaye de ça va faire avancer l'esprit critique. Parce que là, effectivement, hein, la critique des médias, moi je la comprends. On peut trouver des bons passages dans certains médias, mais globalement, on peut trouver aussi beaucoup de choses qui ne vont pas. Euh, Arte a un JT plutôt bien fait, personne ne le regarde. Et les JT sur TF1 et France 2 sont pas mal des fois critiquables d'autres fois. Et les chaînes d'infos en continu sont très critiquables quand même très souvent. LCI, il y a des fois des bons passages et des fois c'est n'importe quoi. BFM, globalement, je trouve pas ça sérieux. CNews, n'en parlons même pas. France Info pourrait faire beaucoup mieux. Je suis d'accord que la critique des médias est importante et d'ailleurs, on n'en fait pas assez sur ça. Ouais. Et il y a, pour moi, il y a un gros boulot à faire sur ça. Sur Internet, il n'est pas facile, mais on devrait trouver des choses à faire aussi pour avancer. C'est compliqué Internet, hein. C'est le Far West, c'est pas facile à réguler, c'est pas facile à encadrer. Ça passe par des initiatives comme, je sais pas moi, AFP Factuel. Sur leur site, il y a des outils, des formations gratuites pour fact-checker soi-même les infos, par exemple. Bon, par exemple, quelqu'un qui se dit, là, tout à l'heure, on en parlait, s'il se dit ça m'intéresse, il va dessus, il apprendra à fact-checker une image, fact-checker une vidéo. Faites-le vous-même. Si vous critiquez les fact-checkers, faites-le vous-même. Et comme ça, vous ne pourrez pas critiquer. Mais je On suis n'est d'accord. jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Je suis d'accord, les médias, on peut critiquer beaucoup de choses. Ouais. Une autre question, Seda? Question de Mira. Trump, en accueillant Poutine avec un tapis rouge et Zelensky ainsi que les représentants des pays européens de manière quelconque, est-ce qu'il ne joue pas le jeu de Poutine? Ben, c'est clair. Non, mais Trump a une fascination pour les dictateurs et les aime fort. Et il a plus de fascination, j'ai l'impression, pour les dictatures que pour les démocraties. Et tout va dans ce sens, puisque ses propos, ses actes, euh, tout montre que, je ne sais pas moi, la mesure qu'il vient de prendre en disant ils vont éplucher nos réseaux sociaux avant qu'on puisse rentrer dans le pays, ça, bah, si, ça existe aussi un peu en Israël, mais parce qu'Israël est un pays très, très sensible, très particulier. Mais sinon, c'est plutôt des mesures qui ressemblent à la Russie, à la Chine, où on épluche la personne, on la refuse parce qu'elle est critique. La démocratie, c'est de pouvoir critiquer. Si on ne peut plus critiquer, on nous refuse dans le pays parce qu'on critique. Si on a l'air de quelqu'un de dangereux parce qu'on a des contacts et tout ça, là, d'accord. Je ne sais pas, ils épluchent, ils se disent cette personne, un casier, elle connaît telle personne. Bon, là, c'est autre chose. Mais si il a critiqué Trump, donc il ne viendra pas dans notre pays, mais donc il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, Trump,
Trump a tendance à plus taper sur Zelensky, sur l'Ukraine, que sur la Russie. Il a dit aujourd'hui ou hier que Zelensky n'était plus légitime en tant que président. Mais est-ce qu'il a dit que Poutine était là depuis 25 ans avec des élections truquées, à éliminer des opposants politiques, à les mettre en prison, à les empoisonner? On ne l'a pas entendu sur ça. Donc oui, Trump, on a un vrai problème sur son positionnement géopolitique. C'est un bordel sans nom. Et on ne sait même pas comment ça va finir, hein, parce que l'OTAN est fragilisée, l'OTAN est remise en question. Ouais, plein de choses à dire là-dessus. Allez, on va prendre une dernière question pour Pascal. Alors, que pensez-vous des projets européens de restreindre la liberté d'expression et d'attaquer certains médias alternatifs? Question d'Olivier. Est-ce qu'il peut préciser ce projet, la liberté d'expression? Est-ce que vous avez entendu parler de ce projet pour m'en dire plus? Moi, ça ne me dit rien Restreindre du la liberté, tout. Olivier, qui est dans le chat, si tu peux préciser ta question. restreindre la liberté d'expression? J'ai pas entendu Alors, parler de ça. est-ce qu'on parle de chat control ou est-ce qu'on parle de chat control Oui. Alors, on rentre pas directement dans le cadre de la restriction de la liberté d'expression. On est dans la surveillance sur le contrôle de masse. Mmh. En revanche, ouais, je vois plusieurs qui disent. Bon, on précisera, on répondra après. On va prendre une autre question, Cédar. Liberté d'expression ou clientélisme? Liberté d'expression ou clientélisme? Comment vous comprenez la question, Alors, Christophe? moi, je comprendrais sur la désinformation et la manipulation, cette capacité du coup à pouvoir dire finalement ce qu'on veut, quitte à être à contre-courant de l'opinion majoritaire, ou est-ce que c'est du clientélisme qui vise peut-être les partis politiques Ah! Est-ce que les partis politiques qui tiennent ce genre de discours, ça peut être par clientélisme pour leur électorat, par exemple, des choses comme ça? Clairement, il y a un enjeu comme ça, hein. Clairement que alors après, je pense qu'ils ont quand même ces convictions, mais effectivement, hein, on sait que certains politiques tiennent certains discours par, populisme. On appelle ça comme ça, hein. Populisme, Hmm. c'est dire quelque chose parce qu'on sait que ça va plaire, alors qu'on le pense peut-être même pas, ou alors c'est une mauvaise chose, mais on sait que, elle va provoquer une réaction dans l'électorat, ou parce qu'on vise tel type d'électorat. Bien sûr qu'il y a des politiques qui font ça, c'est clair. C'est comme pour, les influenceurs, on ne sait pas trop des fois s'ils font ça pour l'argent, par conviction, est-ce qu'ils sont payés? Il y a des politiques, c'est pareil, hein, et on en entend certains, on se demande, mais clairement, hein, de toute façon, la politique, ça marche comme ça aujourd'hui, hein, même ceux qui sont un peu plus sincères, bon, la classe politique aussi, elle est assez critiquable quand même, hein, et on sait que c'est devenu non pas un business, mais justement clientéliste, où ils ont chacun un peu leur précaré, où ils vont aller chercher un peu cet électorat, donc ils vont dire ce qu'ils veulent entendre. Et certains disent des choses qui ne savent pas réalistes, mais ça va plaire aux gens. Ouais, je vais mettre le salaire, allez, 2 500 € net pour tout le monde. Non, mais ok, mais tu fais comment? Ouais, ouais, Hmm. allez, la retraite à 55 ans pour tout le monde. Non, là, je grossis le trait, mais en gros, où vont dire des choses, effectivement, non, mais il y a plusieurs créneaux, et puis chacun parle à son électorat, mais certains y croient aussi, hein, même quand ils disent des choses hallucinantes. Il y a aussi des convictions hallucinantes, hein. On peut avoir. Ouais, 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 non, mais la classe politique aussi, il y a à dire. En fait, Oui, ouais, il y a beaucoup à dire et on pourrait même faire une émission sur la classe ouais. politique. Une de mes Euh, théories, c'est que les démocraties, si elles veulent affronter justement les régimes plus autoritaires, il faut vraiment qu'elles se repensent pour s'améliorer, ce qu'on a du mal à faire, repenser la démocratie. Sinon, comment affronter d'autres systèmes si nous-mêmes, on se fragilise tout seul, en fait. hmm. Quand Trump, par exemple, anti-science, anti-femmes, anti-étrangers, anti-tout, anti-alliés, qui est pas hyper futé quand même. Enfin, je sais pas, quelque part, c'est pas le plus futé du. Voilà. Il arrive à être élu. Pour moi, ça démontre qu'il y a un problème dans la démocratie. Parce que
je sais pas, on a quand même des gens plus compétents, plus intelligents, plus alors lui, il est là, bah, c'est un peu grossier, quoi, c'est un peu donc ouais, il faut qu'on arrive à repenser la démocratie pour avancer, quoi. On arrive à la fin de cette émission. Déjà, un grand merci à vous, Pascal Jouary, journaliste indépendant, auteur du livre Secret Défense, le livre noir aux éditions Max Milo. Alors, je ne l'ai pas lu, mais ça m'a donné envie de le lire en vous écoutant ce soir. Donc, avec grand plaisir. C'est des sujets sur lesquels j'ai pu m'intéresser dans une autre vie. Donc, ça sera avec grand plaisir. Donc, encore un grand merci de votre participation ce soir à cette émission qui était consacrée à la désinformation, à la manipulation dans le cadre de la guerre cognitive. Voilà, cette guerre hybride qui touche nos esprits et nos écrans aujourd'hui. C'était la dernière émission de 2025. Et la prochaine, ça sera en janvier 2026. On va prendre 3 semaines de vacances pour préparer l'année prochaine. Vous pouvez continuer de nous soutenir sur la chaîne en cliquant sur rejoindre pour bénéficier de différents avantages, dont le Discord privé, un salon privé sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous inscrire. Et puis à suivre l'actualité de la chaîne, prochaine vidéo très bientôt, prochain live qui sera la semaine prochaine, mais réservé aux membres qui ont souscrit. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc merci beaucoup, Pascal. Merci pour l'invitation. Restez en ligne juste encore quelques secondes. Je rejoins le Discord dans quelques instants. Juste le temps de dire au revoir à notre invité. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Et à très vite dans la boîte noire. Au revoir, merci à tous.